Le silence du 12e étage de la tour de la cour était aussi tranchant qu'une lame. Dans le corridor de marbre noir qui menait au bureau de direction, seul résonnait le cliquetis régulier des talons de Benoît Delacour contre le sol poli. À 48 ans, le PDG du groupe financier Delacour & Fils incarnait l'efficacité glaciale de l'élite parisienne. Costume sur mesure de Savile Row, cheveux gris argentés impeccablement coiffés, regard d'acier qui ne trahissait jamais la moindre émotion. Ce mardi matin de novembre ne différait en rien des milliers d'autres qui avaient jalonné ces 20 années à la tête de l'empire familial. Réunion du conseil d'administration à 9 heures précises, analyse des portefeuilles d'investissement, validation des stratégies de croissance pour le trimestre suivant. Tout s'était déroulé selon le protocole habituel, dans cette atmosphère feutrée où chaque mot pesait des millions d'euros et où l'émotion n'avait pas sa place. Benoît poussait la lourde porte de verre de la salle de conférence quand son monde bascula. À quelques mètres de lui, agenouillée sur le marbre, une femme ramassait délicatement les éclats d'un vase de cristal qui s'était brisé. Ses gestes étaient d'une précision troublante, comme si elle manipulait les fragments les plus précieux. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon simple mais élégant, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui caressaient sa nuque. Elle portait l'uniforme bleu marine de l'entreprise de nettoyage, mais il y avait dans sa façon de se mouvoir une grâce naturelle que ni le tissu synthétique ni la situation ne parvenaient à ternir. Benoît s'immobilisa, le souffle coupé. Lorsqu'elle releva la tête, leurs regards se croisèrent. Les yeux d'Élodie Marchand étaient d'un vert profond, comme les forêts de son Auvergne natale, et il portait une intensité qui fit vaciller toutes les certitudes du PDG. Ce n'était pas la déférence habituelle qu'il lisait dans les prunelles de ses employés, ni l'intérêt calculé de ses relations mondaines. C'était quelque chose de plus rare, de plus authentique, une curiosité mêlée de réserve, une intelligence qui se devinait sans se pavaner. « Excusez-moi, monsieur, » murmura-t-elle en baissant les yeux, retournant à sa tâche avec une concentration redoublée. Sa voix avait cette mélodie particulière du centre de la France, cet accent que Benoît avait presque oublié depuis ses années d'études à Sciences Po. Il y avait dans ces quelques mots une sincérité qui contrastait violemment avec les intonations policées auxquelles il était habitué dans les couloirs de sa tour d'ivoire. Pour la première fois depuis des décennies, Benoît Delacour ne sut que dire. Lui qui dirigeait les réunions les plus tendues, avec une maîtrise absolue, qui négociait les contrats les plus complexes sans jamais perdre son sang-froid, se retrouvait désarçonné par cette femme qui ne lui accordait qu'un regard furtif. Ce n'est pas grave, parvint-il à articuler, sa voix habituellement ferme trahissant une hésitation inhabituelle. Élodie termina de rassembler les derniers fragments de cristal dans un petit sac plastique, puis se releva avec une élégance naturelle qui fit battre le cœur de Benoît plus fort qu'il ne l'avait jamais senti battre. Elle était plus petite que lui, mais sa posture dégageait une dignité qui l'agrandissait. Ses traits fins, sans maquillage, révélaient une beauté authentique que n'altéraient ni les artifices ni les modes passagères. « J'espère que cela ne vous a pas dérangé dans votre travail, monsieur Delacour, » dit-elle en esquissant une révérence respectueuse, mais sans servilité. Elle connaissait son nom. Bien sûr qu'elle le connaissait. Tous les employés de la tour, même ceux des sociétés sous-traitantes, savaient qui il était. Mais la façon dont elle l'avait prononcé, sans emphase particulière, comme s'il était un homme comme les autres, bouleversa Benoît. « Comment vous appelez-vous » La question franchit ses lèvres avant même qu'il ait pu la retenir. Un PDG ne demandait pas le nom d'une employée de ménage. C'était contraire à toutes les règles tacites de la hiérarchie, à ce mur invisible mais infranchissable qui séparait les étages de direction du personnel de service. Pourtant, il avait besoin de savoir, besoin de mettre un prénom sur ce visage qui venait de faire irruption dans son existence ordonnée. « Élodie Marchand, monsieur. Je suis nouvelle, depuis lundi seulement. » Élodie. Le prénom résonna dans l'esprit de Benoît comme une mélodie oubliée qui ressurgit soudain de l'enfance. Il y avait dans ces 3 syllabes toute la poésie qu'il avait bannie de sa vie, toute la tendresse qu'il s'était interdit de ressentir,
depuis la mort de son père et son accession prématurée à la direction du groupe. Elle rassembla ses affaires de nettoyage avec des gestes précis et efficaces, puis s'inclina légèrement avant de se diriger vers les ascenseurs de service. Benoît la regarda s'éloigner, hypnotisé par sa démarche, par cette façon qu'elle avait de traverser l'espace sans bruit, comme si elle ne voulait pas déranger l'ordre établi de ce monde qui n'était pas le sien. Lorsqu'elle disparut derrière les portes de l'ascenseur, Benoît réalisa qu'il était resté immobile pendant de longues minutes, oubliant complètement le rendez-vous qui l'attendait dans son bureau. Pour la première fois en 20 ans de carrière, le maître des horloges avait perdu la notion du temps. Il regagna son bureau d'un pas mal assuré, troublé par cette rencontre improbable. Derrière les immenses baies vitrées qui dominaient le boulevard Haussmann, Paris s'agitait dans son rythme effréné. Mais Benoît ne voyait plus que ce regard vert qui avait fait vaciller ses certitudes en quelques secondes. Dans le silence feutré de son sanctuaire aux meubles d'acajou et au tableau de maître, face à son agenda parfaitement organisé et à ses dossiers impeccablement classés, Benoît Delacour comprit qu'une page de sa vie venait de se tourner. Et pour la première fois depuis des décennies, il ignorait totalement ce qui allait s'écrire sur la suivante. Élodie Marchand referma doucement la porte de son studio sous les toits, dans le 18e arrondissement de Paris. L'appartement de 22 mètres carrés qu'elle louait depuis 3 semaines était spartiate. Un lit, une place poussée contre la fenêtre mansardée, une kitchenette de fortune, une table de chevet qui faisait office de bureau, et quelques affaires personnelles soigneusement rangées dans une valise ouverte. Mais c'était à elle, et après des mois d'incertitude, cette modeste indépendance avait le goût de la liberté. Elle se laissa tomber sur le rebord du lit, encore troublée par sa rencontre avec le PDG. Jamais elle n'avait imaginé croiser Benoît Delacour de si près, encore moins lui adresser la parole. Dans les magazines économiques que sa mère feuilletait parfois chez le coiffeur à Clermont-Ferrand, il apparaissait comme une figure lointaine et inaccessible, un de ces puissants que l'on regarde sans jamais les voir vraiment. Mais ce matin, quand leurs regards s'étaient croisés, elle avait perçu quelque chose d'inattendu dans ses yeux gris. Une faille, une surprise, comme si lui aussi avait été déstabilisé par cet instant. Cette pensée la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Élodie attrapa son téléphone portable et composa le numéro familier. « Maman, c'est moi. Ma chérie, comment s'est passée ta 2e journée ?» La voix chaleureuse de Marguerite Marchand traversa les 300 kilomètres qui séparaient Paris de Clermont-Ferrand, apportant avec elle l'odeur des tisanes à la verveine et le réconfort du foyer natal. À 63 ans, cette ancienne couturière avait élevé seule ses 3 enfants après la mort prématurée de son mari dans un accident de voiture, quand Élodie n'avait que 16 ans. « Ça va, maman. L'équipe est sympathique et le travail n'est pas si difficile. Les bureaux sont magnifiques. Tu devrais voir les meubles, les tableaux. Et tu manges correctement. Tu sais que je m'inquiète de te savoir seule dans cette grande ville. » Élodie sourit malgré elle. Marguerite posait toujours les mêmes questions, avec cette tendresse inquiète des mères qui voient leurs enfants s'éloigner. « Oui, maman. Et toi? Comment vont Louis et Mathieu? Tes frères vont bien. » Louis a décroché un stage dans le garage Renault, et Mathieu prépare son bac avec sérieux, pour une fois. Il te demande souvent de tes nouvelles. À 28 et 25 ans, ses 2 frères cadets avaient enfin trouvé leur voie, mais Élodie savait que cela n'avait pas été facile. Quand leur père était mort, elle avait quitté ses études de lettres modernes à la faculté de Clermont pour travailler dans une librairie et aider sa mère à joindre les 2 bouts. Pendant 10 ans, elle avait enchaîné les petits emplois. Vendeuse, aide-comptable, assistante dans un cabinet d'avocat, toujours avec cette sensation de passer à côté de sa vraie vie. « Élodie, tu es toujours là ?»« Oui. Pardon, maman. Je pensais à tout ce chemin parcouru. Tu te souviens quand je te disais que je voulais voir du pays? Comment pourrais-je l'oublier? Tu passais tes dimanches le nez dans tes livres de voyage, à rêver de Paris, de Londres, de tous ces endroits que tu ne connaissais qu'en photo. » Élodie se souvenait parfaitement de ses après-midi passés à la bibliothèque municipale, où elle dévorait les guides touristiques et les romans qui lui ouvraient des horizons lointains.
Elle avait toujours su qu'elle était différente de ses amis d'enfance, qui se satisfaisaient de la vie provinciale et rêvaient de mariages et de maisons avec jardin. Elle voulait découvrir, apprendre, se confronter au monde. « Maman, il faut que je te raconte quelque chose. Je t'écoute, ma chérie. Aujourd'hui, j'ai cassé un vase au bureau. Un beau vase en cristal, dans le couloir des dirigeants. J'étais mortifié. Oh non, tu as eu des ennuis? Non. Justement, le PDG de la société est arrivé au moment où je ramassais les morceaux et il a été très compréhensif, même plutôt gentil. Élodie hésitait à en dire plus. Comment expliquer à sa mère cette sensation étrange qu'elle avait éprouvée en croisant le regard de Benoît Delacour, cette impression fugace mais troublante qu'il la voyait vraiment au-delà de son uniforme et de sa fonction? C'est bien, ma chérie, tu vois, les gens ne sont pas toujours ce qu'on imagine. Même les plus importants peuvent avoir du cœur. Oui, peut-être. Après avoir raccroché, Élodie resta assise dans le silence de son petit refuge. Par la fenêtre mansardée, elle apercevait les toits de Paris qui s'étendaient à perte de vue, ponctués par la silhouette familière de la tour Eiffel au loin. 3 semaines plus tôt, quand elle avait quitté Clermont-Ferrand avec ses 2 valises et ses économies, elle s'était fait une promesse. Ne plus jamais accepter de compromis sur sa dignité. Son départ n'avait pas été facile. Il avait fallu convaincre sa mère, rassurer ses frères et surtout surmonter l'épisode douloureux qui l'avait poussé à tout quitter. Maître Dubois, l'avocat chez qui elle travaillait comme assistante depuis 2 ans, avait commencé par des compliments sur son travail, puis des invitations à déjeuner pour discuter de son avenir, avant de devenir plus pressant, plus envahissant. Quand elle avait refusé ses avances, il l'avait licenciée du jour au lendemain, prétextant une réorganisation du cabinet. Élodie avait porté plainte, mais l'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves suffisantes. Dubois était respecté dans la région, marié, père de famille. Qui croirait la parole d'une simple employée contre la sienne? Cette injustice l'avait révoltée, mais elle avait aussi compris que rester à Clermont-Ferrand l'enfermerait à jamais dans cette étiquette de fauteuse de troubles. Paris représentait un nouveau départ, une chance de se reconstruire loin des regards et des jugements. Elle avait trouvé cet emploi chez Nettoie Plus grâce à une petite annonce, et même si c'était temporaire, même si c'était loin de ses ambitions d'origine, c'était un travail honnête qui lui permettait de garder la tête haute. Elle ouvrit le livre posé sur sa table de chevet, Les fleurs du mal de Baudelaire, un exemplaire de poche usé qu'elle avait emporté de Clermont. La poésie avait toujours été son refuge, sa façon de sublimer les épreuves et de nourrir ses rêves. Elle lut quelques vers, laissant les mots de l'auteur bercer ses pensées. Demain, elle retournerait au 12e étage de la tour de la cour. Elle passerait l'aspirateur dans les bureaux feutrés. Elle viderait les corbeilles à papier et nettoierait les vitres. Et peut-être qu'elle recroiserait ce regard gris qui l'avait troublée sans qu'elle comprenne pourquoi. En s'endormant, Élodie se demanda si Benoît Delacour repenserait à cette rencontre improbable, ou si elle ne resterait qu'un détail insignifiant dans sa journée de puissant de ce monde. Dans le silence de son appartement du 16e arrondissement, Benoît Delacour contemplait Paris depuis la terrasse de son penthouse. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit comme autant d'étoiles tombées sur terre, mais pour la première fois depuis longtemps, ce spectacle familier ne lui apportait aucune sérénité. Le visage d'Élodie Marchand s'imposait sans cesse à son esprit, chassant toute tentative de concentration. Il porta à ses lèvres un verre de Macallan 25 ans d'âge, son whisky préféré, celui qu'il savourait rituellement chaque soir, en relisant les dossiers du lendemain. Mais ce soir, les documents restaient fermés sur son bureau d'ébène, délaissé pour la première fois depuis des années. 48 ans, 20 années passées à la tête de l'empire familial. Et jamais, jamais, il n'avait ressenti cette sensation troublante qu'il habitait depuis sa rencontre avec la jeune femme de ménage. C'était comme si une partie endormie de lui-même venait brutalement de se réveiller, réclamant une attention qu'il avait cru pouvoir ignorer à jamais. Benoît se dirigea vers la bibliothèque qui tapissait tout un pan de mur de son salon. Ses doigts glissèrent sur les reliures de cuir, s'arrêtant sur un album photo qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. À l'intérieur,
Les souvenirs de sa jeunesse ressurgissaient en noir et blanc. Lui à 20 ans, étudiant insouciant à Sciences Po, souriant aux côtés de ses camarades lors d'un voyage d'études en Provence. Sur une photo jaunie, il reconnut le visage de celle qui avait failli changer le cours de sa vie, Camille Dubois, étudiante en littérature rencontrée lors d'une soirée étudiante. Ils avaient vécu 2 années d'amour passionné, rêvant d'un avenir commun, loin des conventions et des obligations familiales. Camille voulait enseigner, voyager, écrire. Lui parlait de reprendre l'entreprise familiale, mais en la modernisant, en lui donnant une dimension plus humaine. Puis était arrivé ce mardi de février 1999, quand son père, Henri Delacour, avait succombé à une crise cardiaque dans son bureau, à 55 ans seulement. Du jour au lendemain, Benoît avait dû endosser des responsabilités écrasantes. 3000 employés, des millions d'euros d'investissement, l'honneur du nom familial. Les rêves de jeunesse avaient cédé la place aux impératifs de la réalité. Camille avait essayé de le comprendre, de l'accompagner dans cette métamorphose forcée. Mais comment peut-on aimer un homme qui se transforme peu à peu en statue de marbre? Les dîners romantiques avaient été remplacés par des repas d'affaires, les week-ends à la campagne par des séminaires de direction. Benoît s'était durci, s'était fermé, avait érigé autour de lui des murailles que même l'amour ne pouvait franchir. Leur rupture avait été douce et terrible à la fois. Pas de cris, pas de reproches, juste la constatation amère qu'il n'appartenait plus au même monde. Camille était partie enseigner en Nouvelle-Calédonie, et Benoît avait choisi de transformer cette blessure en force, cette vulnérabilité en cuirasse. Depuis, il n'y avait eu que des relations de surface, quelques aventures discrètes avec des femmes de son milieu, des liaisons sans lendemain qui n'engageaient que le corps, jamais l'âme. Il s'était convaincu que l'amour était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, une faiblesse incompatible avec ses responsabilités. Le téléphone sonna, arrachant Benoît à ses souvenirs. Sur l'écran s'affichait le nom de son frère cadet. « Thibaut ? Bonsoir, frangin. Je te dérange ?» À 35 ans, Thibaut Delacour incarnait tout ce que Benoît avait choisi de ne pas être. Séducteur, insouciant, passionné de sports extrêmes et de voyages. Directeur de la filiale suisse du groupe, il menait sa vie selon ses propres règles, loin des contraintes parisiennes. Non, je finissais juste de réfléchir. Comment va Genève? Magnifique, comme toujours, mais je ne t'appelle pas pour te parler de la métégie alpestre. J'ai entendu dire que tu étais bizarre ces derniers temps. Benoît fronça les sourcils. Dans le monde fermé de la haute finance parisienne, les nouvelles circulaient vite, et son comportement inhabituel de la journée n'avait certainement pas échappé au radar. Bizarre comment? Disons que selon mes sources, tu aurais été vu en train de converser aimablement avec une employée de ménage, ce qui, connaissant ton côté glacier humain, a surpris quelques personnes. Benoît soupira. Il aurait dû s'en douter. Dans un environnement où chaque geste était scruté, analysé, interprété, sa rencontre avec Élodie n'était pas passée inaperçue. Ce n'était rien. Une employée avait cassé quelque chose, j'ai juste été poli. Poli? Toi? Thibaut éclata de rire. Excuse-moi Benoît, mais toi et la politesse envers le petit personnel, depuis quand tu connais même l'existence des femmes de ménage? Le reproche implicite fit mal à Benoît, car il contenait une part de vérité. Pendant des années, il avait effectivement traversé les couloirs de sa tour, sans voir les visages de ceux qui la faisaient fonctionner dans l'ombre. Non par mépris, mais par une forme d'aveuglement que lui imposait sa fonction. Les gens changent, Thibaut. Justement, c'est bien ce qui m'inquiète. Écoute, je connais cette expression dans ta voix. Je l'ai déjà entendue il y a 20 ans quand tu parlais de Camille. Et on sait tous les deux comment ça s'est terminé. Le prénom de son premier amour résonna douloureusement dans l'esprit de Benoît. Thibaut était le seul à oser encore l'évoquer, le seul à connaître suffisamment son frère pour deviner ce qui se tramait derrière sa façade imperturbable. Tu n'y es pas. C'est juste... C'est juste quoi? Benoît, tu es PDG d'un groupe qui pèse 3 milliards d'euros. Tu ne peux pas te permettre de ressentir ce genre de choses. Pas maintenant. Le conseil d'administration surveille chacun de tes faits et gestes, surtout depuis les rumeurs de restructuration. Benoît ferma les yeux. Thibaut avait raison comme souvent.
L'entreprise traversait une période délicate, avec la concurrence internationale qui se durcissait et des investisseurs toujours plus exigeants. Le moindre faux pas pouvait être fatal. Je sais tout cela, Thibault. Je maîtrise la situation. Tu en es sûr? Parce que si tu commences à t'attacher à une femme de ménage, les vautours vont se jeter sur toi. Madame Fournier et sa clique n'attendent qu'un prétexte pour te déstabiliser. Isabelle Fournier, la redoutable vice-présidente du conseil d'administration, héritière d'une dynastie bancaire, qui convoitait depuis longtemps le poste de Benoît. À 60 ans, cette femme de fer incarnait le conservatisme le plus rigide de l'élite financière française. J'ai dit que je maîtrisais. D'accord, mais promets-moi une chose, si jamais tu sens que ça dérape, appelle-moi. Je peux être à Paris en 3 heures. Après avoir raccroché, Benoît resta longtemps immobile sur sa terrasse. Les mots de son frère résonnaient dans sa tête comme un avertissement. Il savait que Thibault avait raison, que s'attacher à Élodie Marchand serait une folie qui pourrait lui coûter tout ce pourquoi il avait sacrifié sa jeunesse. Mais quand il fermait les yeux, il ne voyait que ce regard vert qui l'avait bouleversé, cette grâce naturelle qui contrastait si violemment avec l'artificialité de son monde. Pour la première fois depuis 20 ans, Benoît Delacour se demandait si le prix qu'il avait payé pour son succès n'était pas trop élevé. Dans le lointain, les cloches de Notre-Dame sonnèrent minuit, marquant le début d'un nouveau jour. Un jour où il devrait choisir entre la raison et cette émotion dangereuse qui grandissait en lui malgré toute logique. Le mercredi matin arriva avec une pluie fine qui tambourinait contre les vitres de la tour de la cour. Élodie gravit les marches du métro Havre-Caumartin, serrant contre elle son sac à dos imperméable. Elle avait passé une nuit agitée, hantée par des rêves confus où se mêlaient les yeux gris de Benoît Delacour et les souvenirs douloureux de Clermont-Ferrand. En arrivant dans les vestiaires du sous-sol réservé au personnel de nettoyage, elle fut accueillie par la voix chaleureuse de Rosa, une Espagnole de 50 ans qui travaillait pour Nettoie Plus depuis 15 ans. « Buenos dias, ma petite Élodie. Tu as l'air fatiguée. Mal dormi ?»« Un peu, oui. L'adaptation à Paris, sans doute. » Rosa enfila sa blouse avec des gestes habituels, tout en observant la jeune femme d'un œil maternel. Depuis l'arrivée d'Élodie, elle s'était prise d'affection pour cette fille discrète et travailleuse qui ne se plaignait jamais et accomplissait ses tâches avec un soin méticuleux. « Tu sais, ma chérie, Paris, c'est comme un homme difficile. Il faut du temps pour l'apprivoiser, mais quand on y arrive, on ne peut plus s'en passer. » Élodie sourit malgré sa fatigue. Rosa avait cette sagesse populaire qui réconfortait, et cette bonne humeur communicative qui égayait les journées les plus grises. « Rosa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mi amor. Hier, quand j'ai cassé le vase au 12e étage, est-ce que tu crois que ça va me porter préjudice ?» Rosa s'arrêta net et posa une main rassurante sur l'épaule d'Élodie. « Ah, c'était toi. J'ai entendu Madame Bertrand, la superviseure, en parler avec les autres. Ne t'inquiète pas, ces choses-là arrivent. L'important, c'est que tu aies tout nettoyé correctement. » « Oui, mais le PDG était là quand c'est arrivé. » Les yeux de Rosa s'élargirent de surprise. « Dio mio, Monsieur Delacour en personne. Et qu'est-ce qu'il a dit ?» Il a été très compréhensif, presque gentil. Rosa hocha la tête d'un air entendu, comme si cette révélation confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. « Tu sais, Élodie, cet homme n'est peut-être pas aussi froid qu'on le dit. Il y a 15 ans, quand ma fille Carmen était malade et que j'ai dû m'absenter plusieurs semaines, c'est lui qui a personnellement veillé à ce que mon salaire continue à tomber. Sans question, sans complications administratives. J'ai appris ça par hasard, des années plus tard. » Cette révélation surprit Élodie. L'image qu'elle s'était faite de Benoît Delacour, basée sur les articles de presse et les ragots d'entreprise, ne correspondait pas à ce geste de générosité discrète. « Bon, allez, au travail !» Rosa claqua dans ses mains. « Aujourd'hui, tu prends les étages 11 et 12. Attention, il y a une réunion importante aux 12 à 10 heures. Discrétion absolue. » Élodie acquiesça et se dirigea vers l'ascenseur de service, le cœur battant étrangement à l'idée de retourner au 12e étage. Elle se raisonna. Les chances de recroiser le PDG étaient infimes, et même si cela arrivait, elle devait se contenter de faire son travail sans se laisser troubler.
Le 11e étage se déroula sans incident. Bureau vide, corbeilles à vider, sol à nettoyer, vitres à faire briller. La routine rassurante qui lui permettait de mettre ses pensées en ordre. Vers 9h30, elle monta au 12e étage, poussant devant elle son chariot de nettoyage. Le couloir principal était encore désert, baigné par la lumière grise du matin parisien qui filtrait à travers les immenses baies vitrées. Élodie commença par les bureaux des collaborateurs directs du PDG, travaillant avec l'efficacité silencieuse qu'on lui avait enseignée. C'est en ressortant du bureau du directeur financier qu'elle la vit, une femme d'une 60aine d'années, impeccablement vêtue d'un tailleur Chanel anthracite, qui se dirigeait vers la salle de conférence d'un pas décidé. Ses cheveux gris étaient coiffés en un chignon strict, et elle portait des bijoux discrets mais visiblement précieux. Son regard, quand il croisa celui d'Élodie, était d'une froideur polaire. « Vous êtes nouvelle ?» affirma-t-elle plus qu'elle ne questionna, s'arrêtant devant le chariot de nettoyage. « Oui, madame, Élodie Marchand, de l'entreprise Nettoie Plus. Isabelle Fournier, vice-présidente du conseil d'administration. » Le nom résonna dans l'esprit d'Élodie. Même les employés de ménage connaissaient la réputation de cette femme redoutable que l'on surnommait la Dame de Fer dans les couloirs de l'entreprise. « J'espère que vous êtes consciente du niveau d'exigence requis à cet étage, mademoiselle Marchand. Nous ne tolérons aucune négligence, aucune familiarité déplacée. » Il y avait dans sa voix une menace à peine voilée, comme si elle savait déjà ce qui s'était passé la veille entre Élodie et Benoît de la Cour. La jeune femme sentit un frisson désagréable parcourir son échine. « Bien entendu, madame, je ferai de mon mieux pour donner satisfaction. J'y compte bien. » Madame Fournier s'éloigna vers la salle de conférence, laissant derrière elle un parfum capiteux et une atmosphère tendue. Élodie resta immobile quelques secondes, troublée par cette rencontre. Il y avait eu quelque chose de calculé dans cette intervention, comme si la vice-présidente avait voulu lui faire passer un message précis. Elle reprit son travail, mais ses gestes étaient moins assurés. Vers 10h moins le quart, elle entendit des voix qui approchaient. La réunion allait commencer. Elle s'empressa de ranger son matériel et se dirigea vers l'ascenseur de service. C'est alors qu'elle le vit. Benoît de la Cour remontait le couloir, accompagné de 2 hommes en costume sombre. Il discutait avec eux d'un dossier complexe, son visage affichant cette concentration intense qu'elle lui avait déjà vue. Mais quand son regard croisa le sien, son expression changea imperceptiblement. Un sourire fugace, presque imperceptible, éclaira brièvement ses traits. Un sourire qui disait « Je vous ai vu, je me souviens de vous, et cela me fait plaisir ». Élodie sentit son cœur bondir dans sa poitrine, et elle baissa instinctivement les yeux, continuant son chemin vers l'ascenseur. Mais au moment où les portes se refermaient, elle entendit distinctement la voix de Madame Fournier qui s'adressait à Benoît. « Mon cher Benoît, j'aimerais vous parler après la réunion. Il y a certaines questions de protocole que nous devons aborder. » Le ton était aimable en surface, mais Élodie y perçut une nuance de reproche qui la glaça. Dans l'ascenseur qui descendait, elle comprit qu'elle venait de devenir, bien malgré elle, un enjeu dans un jeu dont elle ne connaissait pas les règles. En regagnant les vestiaires, elle croisa Rosa qui rangeait son matériel. « Alors, cette matinée ? Compliquée » murmura Élodie, encore sous le choc de sa double rencontre. Rosa l'observa attentivement, devinant que quelque chose la tracassait. « Tu sais, ma petite, dans cette tour, il y a des courants sous-marins que nous, les petites gens, on ne voit pas toujours, mais on les sent. Et quand on les sent, il faut faire attention. Que veux-tu dire ? Je veux dire que certaines personnes ici n'aiment pas quand l'ordre établi est bousculé, même par un sourire innocent. Alors sois prudente, Élodie, sois très prudente. » En quittant la tour de la Cour ce midi-là, Élodie emportait avec elle 2 images contradictoires, le sourire chaleureux de Benoît et le regard glacial d'Isabelle Fournier. Entre ces 2 extrêmes, elle sentait qu'elle allait devoir apprendre à naviguer au risque de tout perdre. Mais pour la première fois depuis longtemps, malgré le danger qu'elle pressentait, elle se sentait vivante, intensément, dangereusement vivante. Dans le silence feutré de son bureau, Benoît de la Cour observait la pluie qui striait les immenses baies vitrées donnant sur le boulevard Haussmann. La réunion du conseil d'administration venait de se terminer,
et les derniers membres quittaient la salle de conférence dans un murmure de conversation policée. Pourtant, il n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image d'Élodie qu'il avait aperçue dans le couloir quelques heures plus tôt. Ce sourire qu'il lui avait adressé avait été spontané, échappant à tout contrôle rationnel. Et maintenant, il le regrettait autant qu'il en chérissait le souvenir. « Benoît, puis-je entrer ?» La voix d'Isabelle Fournier le tira de ses réflexions. La vice-présidente se tenait dans l'encadrement de la porte, son sourire de façade ne parvenant pas à masquer la détermination qui brillait dans ses yeux. « Bien sûr, Isabelle. Que puis-je faire pour vous ?» Elle referma soigneusement la porte derrière elle et s'avança vers le bureau directorial, ses talons claquant sur le parquet ciré avec la précision d'un métronome. À 60 ans, Isabelle Fournier incarnait l'élite financière française dans ce qu'elle avait de plus impitoyable: intelligence acérée, réseau influent et ambition dévorante dissimulée sous des manières irréprochables. Je souhaitais vous parler d'une question délicate. Benoît l'invita à s'asseoir dans l'un des fauteuils de cuir qui faisait face à son bureau, mais elle préféra rester debout, position qui lui donnait un avantage psychologique. « Je vous écoute. Il s'agit de votre comportement avec le personnel de service. » Le cœur de Benoît manqua un battement, mais son visage demeura impassible. 20 années de négociations complexes lui avaient appris à ne jamais révéler ses émotions. « Mon comportement ? Voyons, Benoît, nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour parler franchement. Hier et ce matin, vous avez été vu en train d'interagir de manière inhabituelle avec une employée de ménage. Cette jeune femme, Élodie Marchand. » Le prénom d'Élodie dans la bouche d'Isabelle sonna comme une profanation. Benoît serra imperceptiblement les mâchoires. « Je ne vois pas en quoi quelques mots de politesse pourraient poser problème. » « Vos quelques mots de politesse ?» Isabelle eut un rire cristallin et froid. « Mon cher Benoît, en 20 ans, je ne vous ai jamais vu adresser plus de 3 mots au personnel de service. Et voilà que soudain, vous engagez la conversation avec une femme de ménage, vous lui souriez. Vous comprenez que cela interpelle. » Benoît se leva et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Isabelle. Cette position lui permettait de masquer l'irritation grandissante qu'il ressentait face à cette intrusion dans sa vie privée. « Où voulez-vous en venir, Isabelle ? » « Je veux en venir au fait que vous êtes PDG de l'un des groupes financiers les plus prestigieux de France. Votre moindre geste est scruté, analysé, interprété. Et dans le contexte actuel, avec les rumeurs de restructuration et l'attention des médias sur notre secteur, nous ne pouvons nous permettre aucun écart. » « Écart !» Benoît se retourna brusquement. « Vous qualifiez d'écart le fait d'avoir été courtois avec une employée ? Je qualifie d'écart le fait de donner prise aux ragots et aux spéculations. Vous savez comme moi que dans notre milieu, la réputation est tout. Une rumeur, même infondée, peut faire des ravages. » Isabelle s'approcha du bureau et posa ses mains gantées sur le cuir de la table. « Benoît, je ne dis pas cela pour vous blesser, mais pour vous protéger. Nous avons tous les deux trop investi dans cette entreprise pour l'avoir déstabilisée par un moment d'égarement. Un moment d'égarement, appelez cela comme vous voulez. Mais souvenez-vous de ce qui est arrivé à Charles Moncler, chez Rothschild. Une liaison avec sa secrétaire et sa carrière a été détruite. Sa femme l'a quitté, le conseil l'a évincé, et aujourd'hui, il végète dans une petite banque de province. Le parallèle était habile et cruel. Charles Moncler avait effectivement perdu son poste de directeur général pour avoir eu une aventure avec une collaboratrice. Mais les circonstances étaient totalement différentes. Isabelle, je ne vois vraiment pas le rapport entre... Le rapport, c'est que les apparences comptent autant que la réalité. Et en ce moment, l'apparence que vous donnez inquiète. Benoît retourna s'asseoir derrière son bureau, cherchant à retrouver une position de force. Mais Isabelle ne lui laissa pas le temps de reprendre l'initiative. J'ai pris la liberté de parler à Madame Bertrand, la superviseure de Nettoie Plus. Cette jeune femme, Élodie Marchand, peut être facilement réaffectée à d'autres immeubles du groupe, discrètement, sans complication. Le sang de Benoît ne fit qu'un tour. L'idée qu'Isabelle puisse manipuler la vie d'Élodie pour servir ses propres intérêts le révolta. « Vous n'avez pas le droit de... »
J'ai le droit de protéger les intérêts de cette entreprise et de ses actionnaires. Et si cela signifie éviter qu'une distraction vienne compromettre le jugement de notre PDG, alors oui, j'userai de ce droit. Un silence tendu s'installa dans le bureau. Par la fenêtre, Paris continuait de vivre, indifférent au drame qui se jouait au 12e étage de la tour de la cour. Benoît réfléchissait rapidement aux implications de cette conversation. Isabelle avait du pouvoir, des alliés au conseil d'administration, et surtout, elle connaissait ses faiblesses mieux que quiconque. Que voulez-vous exactement, Isabelle? Je veux que vous repreniez vos esprits, que vous vous souveniez de qui vous êtes et de vos responsabilités. Cette entreprise a besoin d'un leader fort et concentré, pas d'un homme distrait par des chimères. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. J'espère que nous nous comprenons, Benoît, pour le bien de tous. Après son départ, Benoît resta seul dans son bureau, assailli par des émotions contradictoires. La colère dominait, colère contre Isabelle et ses manœuvres, colère contre un système qui transformait la moindre émotion humaine en faiblesse exploitable, colère contre lui-même d'être piégé dans cette cage dorée. Mais sous la colère, il y avait autre chose, une détermination nouvelle, inattendue. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un d'extérieur à son monde avait réveillé en lui des sentiments authentiques, et il n'était pas prêt à laisser Isabelle Fournier et ses calculs politiques détruire cette étincelle d'humanité qui renaissait en lui. Il décrocha son téléphone et composa le numéro de son assistant personnel. « François, annulez mes rendez-vous de demain après-midi et trouvez-moi des informations sur l'entreprise Nettoie Plus, discrètement. » « Ah, bien, monsieur Delacour. Puis-je vous demander... » « Non, François, aucune question. » Benoît raccrocha et retourna contempler Paris à travers la fenêtre. Quelque part dans cette ville immense, Élodie Marchand rentrait chez elle après sa journée de travail, ignorant qu'elle était devenue l'enjeu d'une guerre silencieuse entre deux conceptions du pouvoir et de la vie. Et pour la première fois depuis 20 ans, Benoît Delacour était prêt à prendre des risques pour défendre ce qui comptait vraiment, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait construit. Le jeudi soir, Élodie quittait la tour de la cour avec un sentiment de malaise qui ne l'avait pas quitté de la journée. Depuis sa confrontation avec Madame Fournier la veille, l'atmosphère semblait chargée d'électricité. Elle avait surpris des regards en coin, des chuchotements qui cessaient dès qu'elle approchait, comme si son simple nom était devenu un sujet de conversation dans les couloirs. Rosa l'attendait à la sortie des vestiaires, son sac à la main et une expression soucieuse sur le visage. « Élodie, ma chérie, il faut qu'on parle. Tu as le temps pour un café ?» Elles se dirigèrent vers un petit bistrot de la rue Scribe, un de ces établissements authentiquement parisiens où les employés de bureau venaient décompresser après leur journée. L'endroit était chaleureux, avec ses banquettes en moleskine rouge et ses miroirs ternis par le temps. Rosa commanda 2 cafés serrés et attendit qu'il soit seul pour prendre la parole. « Élodie, écoute-moi bien. Ce matin, Madame Bertrand m'a convoqué dans son bureau. » Le cœur d'Élodie se serra. Madame Bertrand était la superviseure de Nettoie Plus, une femme stricte mais juste qui gérait les contrats avec les grandes entreprises parisiennes. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Elle m'a demandé des détails sur ton travail, ton comportement, tes horaires, mais surtout, elle m'a posé des questions sur tes interactions avec les cadres dirigeants. Rosa baissa la voix et se pencha vers Élodie. « Ma petite, quelqu'un a parlé. Quelqu'un a rapporté que tu avais eu des contacts inappropriés avec monsieur Delacour. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais c'est faux. Je n'ai rien fait d'inapproprié. Il a juste été poli quand j'ai cassé ce vase. Et hier, on s'est à peine regardé. Je sais bien, mi à mort, moi je connais ton caractère, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la perception qu'on veut donner de la situation. » Rosa sirota son café, réfléchissant à la meilleure façon d'expliquer les subtilités du monde corporatif à cette jeune femme qui en découvrait les codes impitoyables. « Tu vois, dans ces tours de verre, il y a des jeux de pouvoir que nous, les petites gens, on ne voit pas toujours. Mais quand on devient un pion dans ces jeux, même innocemment, on peut se faire broyer.
Que veux-tu dire? Je veux dire que Madame Bertrand a reçu une pression d'en haut, très haut, et que si tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver réaffecté, ou pire. Élodie resta silencieuse un long moment, tournant machinalement sa cuillère dans sa tasse. Elle repensait aux paroles de Madame Fournier, à ce regard glacial, à cette menace à peine voilée. « Rosa, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vraiment? Tu n'as rien fait de mal, ma chérie. Mais parfois, dans ce monde-là, exister suffit à déranger. » Sur le chemin du retour vers Montmartre, Élodie marchait lentement dans les rues animées de Paris. Les néons des magasins se reflétaient sur les trottoirs mouillés, et la ville semblait vibrer de cette énergie particulière des soirées d'automne. Mais elle ne voyait rien de cette beauté urbaine, trop préoccupée par les révélations de Rosa. Arrivée dans son petit studio, elle alluma sa lampe de chevet et s'allongea sur son lit, fixant le plafond mansardé. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur en quittant Clermont-Ferrand. Au moins là-bas, elle connaissait les règles du jeu, même si elle lui avait été défavorable avec Maître Dubois. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Ma chérie, j'espère que tout va bien. Tu me manques. Bisous. » Cette simple phrase lui serra le cœur. Elle avait envie d'appeler, de tout raconter, de retrouver la chaleur réconfortante de la voix maternelle. Mais que pourrait-elle dire ? Qu'elle était peut-être en train de perdre son travail parce qu'un homme puissant lui avait souri et qu'une femme encore plus puissante l'avait mal interprété. Elle se leva et se dirigea vers la petite fenêtre qui donnait sur les toits de Paris. Au loin, elle apercevait les lumières de la tour Eiffel qui scintillaient dans la nuit. Cette vue, qui l'enchantait habituellement, lui parut soudain mélancolique. C'est alors qu'elle entendit des pas dans l'escalier. Quelqu'un montait vers son étage, ce qui était inhabituel à cette heure. Les autres locataires étaient généralement couchés avant 10 heures. Elle tendit l'oreille et perçut distinctement qu'on s'arrêtait devant sa porte. 3 coups discrets résonnèrent dans le silence. Élodie hésita. Qui pouvait venir la voir si tard? Rosa avait son numéro de téléphone et elle ne connaissait personne d'autre à Paris. Elle s'approcha de la porte sans bruit et regarda par le judas. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Benoît Delacour se tenait sur le palier, vêtu d'un manteau sombre, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent. Il regardait autour de lui avec une expression incertaine, comme s'il n'était pas sûr d'être au bon endroit. Élodie recula d'un pas, le souffle coupé. Que faisait-il là? Comment avait-il trouvé son adresse? Et surtout, que voulait-il? Les coups se répétèrent, plus insistants cette fois. « Mademoiselle Marchand, je sais que vous êtes là. Je vois la lumière. Je vous en prie, ouvrez. Il faut que je vous parle. » Sa voix était différente de celle qu'elle lui connaissait dans les couloirs de l'entreprise. Plus douce, plus humaine, teintée d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Élodie posa sa main sur la poignée, hésitant encore. Ouvrir cette porte, c'était franchir une ligne invisible, entrer dans un territoire inconnu dont elle ne pourrait peut-être plus jamais sortir. Mais quelque chose dans la voix de Benoît, une sincérité qu'elle ne parvenait pas à ignorer, l'emporta sur la prudence. Elle tourna lentement la clé et entr'ouvrit la porte, gardant la chaîne de sécurité. « Monsieur Delacour, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il la regarda à travers l'entrebâillement, et elle vit dans ses yeux gris une intensité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Je sais que c'est inapproprié, je sais que je n'aurais pas dû venir, mais il fallait que je vous voie, que je vous explique, que je vous prévienne. » « Me prévenir de quoi ?» D'Isabelle Fournier, de ce qu'elle prépare contre vous. Élodie sentit son sang se glacer. Rosa avait donc eu raison. Les menaces n'étaient de pas imaginaires. « Comment avez-vous eu mon adresse ?»« J'ai mes moyens, dit-il avec un sourire embarrassé. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous sachiez ce qui vous attend. » Élodie hésita encore quelques secondes, puis retira la chaîne et ouvrit entièrement la porte. Benoît Delacour, PDG d'un empire financier, se tenait sur le seuil de son modeste studio, et l'irréalité de la situation la frappa de plein fouet. « Entrez » murmura-t-elle. Mais pas longtemps. Il pénétra dans l'espace exigu, et sa présence sembla aussitôt le transformer. Sa prestance naturelle, son aura de pouvoir, contrastaient violemment avec la simplicité des lieux.
mais il regardait autour de lui sans le moindre mépris, avec une curiosité respectueuse. « Merci de m'avoir ouvert. Je sais que c'est inhabituel. » « Inhabituel ?» Élodie ne put retenir un rire nerveux. « Monsieur Delacour, vous êtes le PDG de ma société employeuse, et vous venez chez moi à 10 heures du soir. C'est plus qu'inhabituel, c'est complètement fou. » Il eut un sourire triste qui adoucit ses traits. « Vous avez raison, tout cela est fou. Mais depuis mardi matin, depuis que je vous ai vu ramasser les morceaux de ce vase, j'ai l'impression que ma vie entière est devenue folle. » Dans l'intimité du petit studio, le silence s'installa entre eux, chargé d'une électricité palpable. Benoît se tenait près de la fenêtre, contemplant la vue sur les toits de Montmartre, tandis qu'Élodie l'observait depuis le seuil de sa kitchenette, encore sous le choc de sa présence. « Voulez-vous un café ?» proposa-t-elle, cherchant refuge dans les gestes du quotidien pour apprivoiser cette situation surréaliste. « Volontiers, merci. » Pendant qu'elle préparait la boisson, Benoît promena son regard sur l'espace restreint, mais soigneusement organisé. Il remarqua les livres empilés sur la table de chevet, reconnaissant Baudelaire, Rimbaud, mais aussi des essais de philosophie et d'histoire contemporaine. Un carnet ouvert laissait voir une écriture fine et appliquée, des notes personnelles griffonnées dans les marges. « Vous écrivez » demanda-t-il en désignant le carnet. Élodie rougit légèrement. « Oh, ce n'est rien, juste des réflexions personnelles, des petits poèmes parfois. » Puis-je ? Elle hésita, puis hocha la tête. Benoît s'approcha et lut quelques vers tracés d'une main délicate. « Paris m'a ouvert ses bras de pierre et de lumière, mais je garde en mon cœur les collines d'hier. Entre deux mondes, je navigue, étrangère à celui que je quitte comme à celui que j'espère. » Il releva les yeux vers elle, touché par la mélancolie poétique de ces mots. « C'est très beau, très juste aussi. Vous trouvez ? Cette sensation d'être entre deux mondes, je la connais bien. » Élodie lui tendit une tasse de café fumant et s'assit sur l'unique chaise, lui laissant le bord du lit. Cette proximité forcée par l'exiguïté du lieu créait une intimité troublante. « Monsieur Delacour, Benoît, » corrigea-t-il doucement. « Ici, dans ce lieu qui vous appartient, appelez-moi Benoît. » Le prénom dans sa bouche sonna étrangement, comme un secret partagé. « Benoît, pourquoi êtes-vous venu ? Vraiment ?» Il posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. Dans la lumière tamisée de la lampe de chevet, ses traits semblaient plus doux, débarrassés de cette armure de froideur qu'il portait au bureau. « Parce qu'Isabelle Fournier manœuvre pour vous faire licencier. Et parce que je ne peux pas laisser faire ça. »« Mais pourquoi ? Vous me connaissez à peine. » Benoît se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. Quand il reprit la parole, sa voix était plus grave, chargée d'émotions longtemps contenues. « Savez-vous ce que c'est que de vivre 20 ans dans un monde de façades, de sourires calculés, de relations d'intérêt, de conversations où chaque mot est pesé, mesuré, analysé ?» Élodie l'écoutait sans l'interrompre, sentant qu'il avait besoin de dire ces mots qu'il n'avait sans doute jamais prononcés. « Pendant 2 décennies, j'ai été le PDG parfait, efficace, imperturbable, prévisible. J'ai dirigé cette entreprise comme une machine, sans état d'âme, sans faiblesses apparentes, et j'ai cru que c'était ça, la réussite. » Il se retourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qu'il ne devait montrer à personne d'autre. « Puis, mardi matin, je vous ai vu, agenouillé sur ce marbre froid, ramassant délicatement ces morceaux de cristal. Il y avait dans vos gestes quelque chose de vrai, d'authentique. Et quand vous avez levé les yeux vers moi, j'ai eu l'impression de me réveiller d'un sommeil de 20 ans. » Élodie sentit son cœur s'emballer. Ces mots qu'il prononçait avec tant de sincérité bouleversaient toutes ses défenses. « Benoît, Non, laissez-moi finir. Il faut que vous compreniez. Ce que je ressens, ce n'est pas de la pitié. Ce n'est pas un caprice de patron blasé. C'est quelque chose que je croyais mort en moi depuis des années. » Il s'approcha d'elle, et elle dut lever la tête pour soutenir son regard. « Quand j'avais votre âge, j'étais amoureux d'une femme qui s'appelait Camille. Nous rêvions d'une vie différente, loin des conventions et des obligations familiales.
Puis mon père est mort, et j'ai dû choisir entre l'amour et le devoir. J'ai choisi le devoir. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Camille est partie, et je me suis juré de ne plus jamais laisser mes sentiments compromettre mes responsabilités. Pendant 20 ans, j'ai tenu cette promesse. Jusqu'à mardi. Élodie se leva à son tour, troublée par ces révélations. Elle voyait maintenant derrière le masque du dirigeant impitoyable un homme blessé qui avait sacrifié sa jeunesse sur l'autel du succès. « Pourquoi me racontez-vous tout cela ? Parce que vous avez le droit de savoir dans quoi vous risquez d'être entraîné. Isabelle Fournier n'est pas seulement ambitieuse, elle est impitoyable. Si elle pense que vous représentez une menace pour son influence sur moi, elle n'hésitera pas à détruire votre vie professionnelle. Mais je ne représente aucune menace. Je ne suis qu'une employée de ménage. Vous représentez bien plus que cela. » Il s'approcha encore et elle sentit son parfum, mélange subtil de bergamote et de bois de santal. Vous représentez la possibilité que Benoît Delacour redevienne humain. Et pour des gens comme Isabelle, c'est inacceptable. Élodie recula d'un pas, soudain effrayée par l'intensité de la situation. « Qu'attendez-vous de moi ? Rien, absolument rien. Je voulais juste vous prévenir, vous donner les moyens de vous protéger. » Il sortit de sa poche une enveloppe qu'il posa sur la table. Là-dedans, il y a les coordonnées d'un avocat spécialisé dans le droit du travail, un des meilleurs de Paris. Si Nettoie Plus tente de vous licencier sans motif valable, contactez-le. Je me charge des honoraires. Je ne peux pas accepter ça. Pourquoi ? Parce que cela créerait entre nous une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Et parce que, elle hésita, cherchant ses mots, parce que j'ai déjà vécu ça une fois. Un homme en position de pouvoir qui prétendait vouloir m'aider et qui en réalité attendait quelque chose en retour. Le visage de Benoît se durcit. « Quelqu'un vous a fait du mal ? » ?»« Mon ancien patron à Clermont-Ferrand, c'est pour ça que je suis parti. » Une colère froide s'alluma dans les yeux de Benoît, mais il la maîtrisa rapidement. « Élodie, je ne suis pas cet homme, je ne vous demande rien, je ne vous impose rien. Je vous offre juste une protection contre les conséquences de mes sentiments. » Elle le regarda longuement, cherchant dans ses yeux le moindre signe de manipulation ou de calcul. Mais elle n'y trouva qu'une sincérité désarmante et une tristesse profonde. « Vos sentiments. » Il sourit avec une mélancolie qui la bouleversa. « Oui, mes sentiments. Ceux que je croyais enterrés à jamais et qui ressurgissent comme un printemps après un hiver interminable. » Il se dirigea vers la porte puis se retourna une dernière fois. « Je vais y aller maintenant. Ma présence ici vous met déjà suffisamment en danger. Mais sachez que quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise sur moi ou sur mes motivations, ce que je viens de vous confier est la vérité. » Il ouvrit la porte, mais la voix d'Élodie l'arrêta. « Benoît ? Oui ? Moi aussi, je ressens quelque chose. Depuis mardi. Quelque chose que je ne comprends pas, qui me fait peur, mais qui est plus fort que moi. » Un sourire illumina le visage de Benoît. Le premier sourire vraiment heureux qu'elle lui voyait. « Merci de me l'avoir dit. » Après son départ, Élodie resta longtemps immobile dans son studio, l'enveloppe à la main. Par la fenêtre, elle apercevait les phares des voitures qui striaient la nuit parisienne. Quelque part dans cette ville, Benoît Delacour regagnait son penthouse, emportant avec lui l'aveu qu'elle venait de lui faire. Pour la première fois de sa vie, Élodie Marchand était amoureuse, et cet amour risquait de tout changer. Le lendemain matin, Élodie arriva à la tour Delacour avec une appréhension qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La nuit avait été courte, peuplée de rêves confus où se mêlaient la voix de Benoît et les avertissements de Rosa. L'enveloppe contenant les coordonnées de l'avocat reposait sur sa table de chevet, rappel tangible de la réalité troublante de sa situation. Dans les vestiaires, l'atmosphère était inhabituelle. Plusieurs de ses collègues détournaient le regard quand elle passait, et même Rosa semblait tendue. « Bonjour, Rosa. Ça va ?» La femme espagnole leva vers elle des yeux inquiets. « Élodie, ma petite, Madame Bertrand veut te voir dans son bureau avant que tu commences ton service. » Le cœur d'Élodie se serra. « Qu'est-ce qu'elle veut ? Je ne sais pas exactement, mais... » Rosa baissa la voix et s'approcha d'elle. « Il y a eu des... observation de la part de certains employés du 12e étage. On dit que tu aurais été vu hier soir en compagnie d'un homme élégant dans ton quartier.
Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment était-ce possible? Qui avait pu les voir et faire le rapprochement? Rosa, Chut! Ne dis rien ici. Les murs ont des oreilles. Va voir Madame Bertrand, et quoi qu'elle te dise, reste calme. Ne donne aucun détail, ne confirme rien. Élodie monta au bureau de la superviseure, le cœur battant. Madame Bertrand, une femme de 50 ans aux cheveux gris tirés en arrière, l'accueillit derrière son bureau métallique avec une expression sévère. « Asseyez-vous, mademoiselle Marchand. » Le ton était glacial, très différent de celui qu'elle avait utilisé lors de l'entretien d'embauche 3 semaines plus tôt. « Madame Bertrand, si c'est au sujet du vase que j'ai cassé mardi... » « Non, ce n'est pas au sujet du vase. » Elle ouvrit un dossier devant elle. « Il s'agit de comportements inappropriés que vous auriez eus avec certains membres de la direction de Delacour & Fils. » Élodie serra les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, madame. »« Vraiment ?» Madame Bertrand la fixa par-dessus ses lunettes. « Nous avons reçu des signalements concernant des interactions déplacées avec monsieur Delacour, des conversations prolongées, des regards complices. Madame Bertrand, je n'ai échangé que quelques mots de politesse avec monsieur le PDG, rien de plus. Et hier soir, où étiez-vous hier soir vers 22 heures? La question claqua comme un fouet. Élodie réalisa que quelqu'un les avait effectivement observés, quelqu'un qui avait fait le lien entre elle et Benoît. J'étais chez moi, madame, dans mon appartement, seule. Élodie hésita une fraction de seconde, mais cela suffit à madame Bertrand pour comprendre qu'elle ne disait pas toute la vérité. « Mademoiselle Marchand, je vais être très clair avec vous. Nettoie Plus a des contrats extrêmement lucratifs avec le groupe Delacour. Ces contrats représentent près de 30% de notre chiffre d'affaires. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre scandale. »« Mais il n'y a aucun scandale. Il y en aura un si vous continuez sur cette voie. » Madame Bertrand se leva et contourna son bureau. « Écoutez-moi bien, vous êtes une jeune femme intelligente et travailleuse. Vous avez de l'avenir dans notre entreprise, mais cet avenir dépend de votre capacité à respecter certaines limites. » Elle posa une feuille devant Élodie. « Voici votre nouvelle affectation. À partir de lundi, vous travaillerez dans nos bureaux de la Défense. Plus de contact avec la tour de la cour. » Élodie regarda le document, sentant la colère monter en elle. On la punissait pour un crime qu'elle n'avait pas commis. On brisait sa carrière naissante sur la base de soupçons et de ragots. Et si je refuse? Alors nous considérerons que vous n'êtes pas adapté aux exigences de notre clientèle haut de gamme. Votre période d'essai se terminera prématurément. Le chantage était explicite. Accepter l'exil ou perdre son emploi. Élodie pensa à l'enveloppe sur sa table de chevet, aux coordonnées de l'avocat que Benoît lui avait donné, mais utiliser cette aide reviendrait à confirmer leurs soupçons. J'ai besoin de réfléchir. Vous avez jusqu'à ce soir. Madame Bertrand retourna s'asseoir. Et mademoiselle Marchand, si j'étais vous, je réfléchirais aussi aux conséquences que mes fréquentations pourraient avoir sur la réputation d'un homme qui a beaucoup à perdre. Élodie quitta le bureau en tremblant de rage et d'humiliation. Dans les couloirs de l'entreprise, elle avait l'impression que tous les regards la suivaient, que tous les chuchotements parlaient d'elle. Elle passa sa journée de travail dans un brouillard, accomplissant ses tâches mécaniquement tout en réfléchissant à la situation. Vers 15 heures, alors qu'elle nettoyait les bureaux du 10e étage, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Il faut que nous parlions. » Café de la Paix, 18 heures. Venez seul. B. Benoît. Il avait dû apprendre ce qui se passait. Élodie hésita longuement avant de répondre. C'est dangereux. Pour vous, comme pour moi. La réponse arriva immédiatement. Je sais. Mais nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état. Faites-moi confiance. À 18 heures, Élodie pénétra dans le célèbre café de la place de l'Opéra. L'endroit était bondé de touristes et d'hommes d'affaires, le brouhaha des conversations couvrant toute discussion indiscrète. Elle repéra Benoît, à une table du fond, vêtu d'un costume sombre et de lunettes de soleil malgré l'heure tardive. Elle s'assit face à lui, remarquant les traits tirés de son visage, les cernes qui soulignaient ses yeux. « Vous avez l'air fatigué. J'ai passé la journée à essayer de comprendre comment Isabelle a fait pour vous espionner si rapidement. »
Il commanda 2 cafés et attendit que le serveur s'éloigne pour reprendre. « J'ai ma petite idée. François, mon assistant, a sans doute été sollicité. Il connaît mes moindres déplacements, mes contacts. Votre propre assistant vous espionne ? Dans notre milieu, les loyautés sont relatives. Isabelle a dû lui faire une offre qu'il ne pouvait refuser. » Élodie lui raconta son entretien avec Madame Bertrand, la mutation forcée, l'ultimatum. Benoît écouta sans l'interrompre, mais elle voyait sa mâchoire se crisper au fur et à mesure de son récit. « Ces salauds !» murmura-t-il finalement. « Ils vous utilisent pour m'atteindre. Que puis-je faire? Si j'accepte la mutation, je ne vous reverrai plus jamais. Si je refuse, je perds mon travail. » Benoît posa sa main sur la sienne, geste tendre mais imprudent dans ce lieu public. « Il y a une 3e solution. » « Laquelle ? Venez travailler directement pour moi. Comme assistante personnelle, j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un qui ne soit pas infiltré par Isabelle. » Élodie retira sa main, secouant la tête. « Benoît, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous proposez. Votre assistante personnelle, après tout ce qui s'est passé, ce serait du suicide professionnel, pour vous comme pour moi. Peut-être, mais au moins, nous serions ensemble. Ensemble pour combien de temps ? Jusqu'à ce qu'Isabelle Fournier trouve un moyen de vous évincer, jusqu'à ce que le conseil d'administration perde confiance en vous. » Benoît baissa la tête, comprenant qu'elle avait raison. Dans son élan, il avait proposé une solution qui ne ferait qu'aggraver leurs problèmes. « Alors que suggérez-vous » Élodie prit une longue inspiration. Ce qu'elle s'apprêtait à dire lui déchirait le cœur, mais elle savait que c'était la seule solution raisonnable. « J'accepte la mutation. Nous arrêtons de nous voir. Vous reprenez votre vie d'avant et moi la mienne. » « Non. » La réponse claqua, ferme et définitive. « Non, Élodie. Pas après ce que nous nous sommes dit hier soir. Pas maintenant que j'ai retrouvé le goût de vivre. » Alors vous proposez quoi? Une liaison secrète? Des rendez-vous clandestins? Vous transformez en menteur et moi en... En quoi? En maîtresse honteuse d'un PDG? Les mots étaient durs, mais ils reflétaient la réalité cruelle de leur situation. Benoît se tut, réalisant pour la première fois l'ampleur des obstacles qui se dressaient entre eux. « Nous trouverons un moyen, » dit-il finalement, mais sa voix manquait de conviction. Lequel? Il n'eut pas de réponse. Dans le brouhaha du café, entouré de ces gens qui vivaient leur vie sans se douter du drame qui se jouait à leur table, Benoît et Élodie mesuraient l'immensité du fossé qui les séparait. Et pour la première fois depuis leur rencontre, l'amour naissant semblait insuffisant face à la réalité impitoyable du monde qui était le leur. Le samedi matin, Benoît arpentait son penthouse comme un lion en cage. Depuis sa conversation avec Élodie au Café de la Paix, il n'avait pas trouvé le sommeil. L'ultimatum était clair. Lundi, elle serait mutée à la défense, et leur histoire naissante serait enterrée avant même d'avoir pu s'épanouir. Il contemplait Paris depuis sa terrasse quand la sonnette retentit. Sur l'écran de l'interphone apparut le visage familier de son frère cadet. « Thibault, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais arriver lundi. J'ai pris un vol plus tôt. Il faut qu'on parle, frangin. Urgence familiale. » Quelques minutes plus tard, Thibault Delacour pénétrait dans l'appartement, sa valise à la main et une expression grave sur le visage. À 35 ans, il avait gardé cette désinvolture qui le caractérisait, mais Benoît remarqua immédiatement les rides de préoccupation qui marquaient son front. « Du café? Non merci. Assieds-toi, Benoît. » Thibault posa sa valise et se dirigea vers le salon, s'installant dans l'un des fauteuils de cuir. Son attitude inhabituelle alerta Benoît. « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air inquiet? »« Oui, je le suis, très inquiet. » Thibault croisa les jambes et regarda son frère aîné droit dans les yeux. « Hier, j'ai reçu un coup de fil d'Isabelle Fournier. » Le sang de Benoît ne fit qu'un tour. « Isabelle t'a appelé? »« Oh, oui, une conversation très... éclairante. Elle m'a mis au courant de tes dernières, disons, aventures sentimentales. » Benoît se leva brutalement. Cette garce. Elle n'avait pas le droit de... Elle avait tous les droits, Benoît. Thibault éleva la voix, chose rare chez lui. En tant que vice-présidente du conseil d'administration, elle a le devoir d'informer les actionnaires familiaux de tout ce qui pourrait affecter la stabilité de l'entreprise. Mes sentiments privés ne regardent que moi.
Tes sentiments privés? Thibault éclata d'un rire amer. Mon pauvre frère, tu crois vraiment que le PDG d'un groupe coté en bourse a droit à des sentiments privés? Tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens, a des répercussions sur l'entreprise. Benoît se dirigea vers le bar et se servit un whisky, malgré l'heure matinale. Sa main tremblait légèrement quand il porta le verre à ses lèvres. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Que tu avais une liaison avec une employée de ménage, que tu avais été vu chez elle, que ton comportement devenait imprévisible. Ce ne sont que des ragots. Vraiment? Thibault se leva et s'approcha de son frère. Alors, regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'il ne se passe rien entre cette femme et toi. Benoît soutint le regard de son frère quelques secondes, puis détourna les yeux. Ce simple geste confirma tous les soupçons de Thibault. Bon sang, Benoît, qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que j'ai 48 ans et que je viens de découvrir que ma vie entière n'était qu'une coquille vide. La colère, longtemps contenue, explosa. Il m'arrive que pour la première fois depuis 20 ans, je ressens quelque chose de vrai, d'authentique. Cette femme, Élodie, elle me fait redevenir humain. Thibault secoua la tête, accablé. Tu l'aimes? Ce n'était pas une question. Benoît acquiesça silencieusement. Depuis quand? Depuis mardi. Depuis le moment où nos regards se sont croisés. 5 jours? Tu es prêt à détruire ton empire pour une femme que tu connais depuis 5 jours? Cet empire, comme tu dis, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Du pouvoir, de l'argent, et après? Je n'ai pas d'amis véritables, pas de famille proche à part toi, pas d'amour. Qu'est-ce que j'ai construit au final? Un mausolée à la gloire de l'efficacité. Thibault resta silencieux un moment, observant ce frère qu'il découvrait sous un jour nouveau. Toute sa vie, il avait admiré la force apparente de Benoît, sa capacité à diriger, à décider sans trembler. Voir cette façade s'effriter le troublait profondément. « Parle-moi d'elle. » Benoît se tourna vers lui, surpris par ce changement de ton. « Qu'est-ce que tu veux savoir? » « Tout. Qui elle est? D'où elle vient? Pourquoi elle te bouleverse à ce point? » Benoît retourna s'asseoir et pendant 1 heure raconta tout à son frère. L'histoire d'Élodie, son passé à Clermont-Ferrand, sa fuite après le harcèlement de son ancien patron, son courage de tout recommencer à Paris. Il parla de sa grâce naturelle, de son intelligence, de cette authenticité qui contrastait si violemment avec l'artificialité de leur monde. Thibault écouta sans l'interrompre, voyant son frère s'animer comme il ne l'avait plus vu depuis des années. Elle écrit des poèmes, de très beaux poèmes, et elle travaille comme femme de ménage. Temporairement, elle a été obligée d'interrompre ses études quand son père est mort. Elle a sacrifié ses ambitions pour sa famille. Thibault hocha la tête. Cette histoire de sacrifice résonnait particulièrement chez lui, qui avait vu son frère aîné faire le même choix, 20 ans plus tôt. Tu sais ce qui va se passer si tu continues sur cette voie? Isabelle va manœuvrer pour me faire virer du conseil. Ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'elle va détruire cette fille. Son travail, sa réputation, son avenir, elle n'aura aucune pitié. Benoît serra les poings. Cette perspective le révoltait plus que sa propre chute. Alors qu'est-ce que tu suggères? Que j'abandonne, que je retourne à ma vie de fantôme? Je suggère que tu réfléchisses stratégiquement. Thibault se pencha vers son frère. Isabelle a un point faible. Lequel? Son fils, Julien Fournier. Benoît fronça les sourcils. Il connaissait vaguement le fils d'Isabelle, un garçon de 25 ans qui avait enchaîné les études brillantes, mais qui peinait à trouver sa voie professionnelle. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Julien rêve d'intégrer le groupe Delacour. Isabelle me l'a glissé dans la conversation hier. Elle aimerait qu'on lui trouve un poste, digne de son statut. Tu veux que je fasse du chantage? Je veux que tu négocies. Tu proposes un poste intéressant à Julien contre, disons, une certaine tolérance d'Isabelle envers tes choix personnels. Benoît secoua la tête. C'est exactement ce genre de combine que je déteste dans notre milieu. Alors trouve une autre solution. Thibault se leva, exaspéré. Mais arrête de jouer les idéalistes. Tu veux protéger cette femme? Alors bats-toi avec les armes du système, pas avec tes principes. Un silence tendu s'installa entre les deux frères. Par la baie vitrée, Paris s'agitait sous un soleil automnal, indifférent au drame qui se jouait dans le penthouse. Il y a peut-être une autre solution, murmura finalement Benoît. Laquelle? Et si je quittais tout
L'entreprise, Paris, cette vie, si nous partions ensemble, Élodie et moi. Thibault le regarda comme s'il avait perdu la raison. Tu parles sérieusement? Abandonner l'empire familial? 3000 emplois? Des milliards d'euros d'investissement? Papa a dirigé cette entreprise pendant 25 ans. Moi, j'en ai fait 20. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est à toi de prendre la relève. Benoît, réfléchis, Thibault. Tu as l'expérience, la formation, l'intelligence, et surtout, tu as encore cette passion pour les affaires que moi j'ai perdue. Thibault se rassit lentement, assommé par cette proposition inattendue. Tu me demandes de reprendre de la cour en fils? Je te demande de réfléchir à cette possibilité. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Benoît sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. J'apprendrai à vivre, vraiment vivre, avec une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Thibault resta silencieux un long moment, digérant cette révélation. L'idée était folle, révolutionnaire, mais en même temps, elle avait une logique implacable. Cette femme, Élodie, elle est au courant de tes projets? Non, et je ne suis même pas sûr qu'elle accepterait. Elle a sa fierté, ses principes. Alors ton plan est de tout quitter pour une femme qui ne sait même pas que tu veux tout quitter pour elle. Benoît éclata de rire, conscient de l'absurdité de la situation. Quand tu le dis comme ça, Benoît, écoute-moi bien. Thibault posa une main fraternelle sur l'épaule de son aîné. Je vais rester quelques jours à Paris, je vais observer, analyser, comprendre, et nous prendrons une décision ensemble. Tous les deux, en frères. Et Isabelle? Laisse-moi m'occuper d'Isabelle, j'ai quelques idées. Dans le silence qui suivit, les deux frères mesuraient l'ampleur des changements qui s'annonçaient. Une page de l'histoire familiale était peut-être en train de se tourner, et aucun d'eux ne savait encore ce qui s'écrirait sur la suivante. Le dimanche après-midi, Élodie déambulait dans les allées du Père-Lachaise, cherchant dans ce labyrinthe de pierres et de verdure un réconfort qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Depuis sa conversation avec Benoît au Café de la Paix, elle oscillait entre résignation et révolte, incapable de se résoudre à accepter cette défaite. Elle s'arrêta devant la tombe d'Édith Piaf, contemplant les nombreuses fleurs déposées par des admirateurs anonymes. « Non, je ne regrette rien », murmura-t-elle, se remémorant les paroles de la chanson. Mais elle, regrettait-elle quelque chose? Ces quelques jours d'émotions intenses qui avaient illuminé sa vie terne, valaient-ils les complications qui s'annonçaient? Son téléphone vibra. Un message de Benoît. « Je sais que c'est imprudent, mais j'ai besoin de vous voir une dernière fois avant demain. Jardin du Luxembourg, près de la fontaine Médicis, 16 heures. Si vous ne venez pas, je comprendrai. » Élodie regarda l'heure, 15h30. Elle avait le temps de traverser Paris, mais était-ce raisonnable? Cette rencontre ne ferait qu'aggraver leur situation, donner plus d'armes à leurs ennemis. Pourtant, ses pas la dirigèrent vers la sortie du cimetière. 1 heure plus tard, elle aperçut Benoît assis sur un banc face au bassin de la fontaine Médicis. Il était vêtu simplement, jean sombre, pull en cachemire, écharpe négligemment nouée autour du cou. Cette tenue décontractée le rendait plus accessible, moins intimidant que dans ses costumes de PDG. Il se leva à son approche, et elle fut frappée par l'expression de son visage. Un mélange de soulagement et de tristesse qui lui serra le cœur. « Vous êtes venu. Je n'aurais pas dû. Moi non plus, je n'aurais pas dû vous demander de venir. Mais j'avais besoin de vous dire certaines choses. » Ils se mirent à marcher côte à côte dans les allées du jardin, gardant une distance respectueuse qui ne trompait personne sur l'intimité de leur conversation. Autour d'eux, Paris profitait de ce dimanche d'automne, familles se promenant, étudiants révisant sur les bancs, couples d'amoureux enlacés sans se soucier du regard des autres. « Mon frère est arrivé hier de Genève », commença Benoît. « Isabelle l'a contacté. Elle mobilise toutes ses forces pour nous séparer. Et alors ? Alors, nous avons discuté d'alternatives. » Élodie s'arrêta près d'un parterre de chrysanthèmes, ces fleurs d'automne qui annonçaient déjà l'hiver à venir. Quelles alternatives? Benoît hésita, cherchant ses mots. Comment expliquer à cette femme qu'il aimait depuis 5 jours qu'il était prêt à renoncer à tout pour elle? Et si nous partions? Partir? Où ça? Loin de Paris, loin de cette vie, de ces contraintes, de ces gens qui veulent décider de notre bonheur.
Élodie le regarda avec stupéfaction. « Benoît, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes PDG d'un empire financier. Vous ne pouvez pas tout abandonner sur un coup de tête. » « Pourquoi pas ?» Il s'arrêta face à elle, la prenant par les épaules. « Qu'est-ce qui m'attache vraiment à cette vie? L'argent? J'en ai suffisamment pour plusieurs existences. Le pouvoir? Il ne m'a apporté que solitude et amertume. Le devoir familial. Mon père est mort et Thibaut peut très bien reprendre l'entreprise. Et votre héritage, votre nom, tout ce que vos ancêtres ont construit? Mon héritage, c'est aussi le droit au bonheur. Et mon nom? » Il sourit tristement. « Que vaut un nom si l'homme qui le porte n'est qu'une coquille vide ?» Élodie se dégagea doucement et reprit sa marche. Cette proposition la bouleversait autant qu'elle l'effrayait. « Benoît, nous nous connaissons depuis 5 jours. Comment pouvez-vous envisager de bouleverser votre existence entière pour quelqu'un que vous connaissez à peine? Parce que ces 5 jours ont plus de sens que les 20 dernières années de ma vie. » Il la rattrapa et marcha à son rythme. « Élodie, quand j'étais jeune, j'avais des rêves. Je voulais voyager, découvrir le monde, peut-être enseigner, écrire. La mort de mon père a tout balayé. J'ai endossé un rôle, joué un personnage pendant si longtemps que j'avais fini par croire que c'était ma vraie nature. » Ils arrivèrent devant le palais du Luxembourg, sa façade imposante se détachant sur le ciel gris de novembre. « Et maintenant, grâce à vous, je me souviens de qui j'étais vraiment, de qui je pourrais redevenir. » Élodie s'assit sur les marches du palais et Benoît prit place à côté d'elle. Quelques mètres plus loin, un groupe d'enfants jouait à cache-cache entre les statues, leur rire cristallin résonnant dans l'air frais. « Benoît, ce que vous me proposez, c'est beau, c'est romantique, mais c'est irréaliste. Pourquoi ? Parce que vous idéalisez notre relation. Nous ne nous sommes vus que quelques fois, dans des circonstances exceptionnelles. Vous ne me connaissez pas vraiment. Alors apprenez-moi à vous connaître. » Élodie secoua la tête, luttant contre l'émotion qui montait en elle. « Vous savez ce qui m'est arrivé avec mon ancien patron à Clermont-Ferrand? Vous m'avez dit qu'il vous avait harcelé. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'au début, j'ai cru à sa sincérité. Maître Dubois était respecté, marié, père de famille. Quand il a commencé à s'intéresser à moi, à me complimenter sur mon travail, à me proposer des formations, j'ai pensé qu'il reconnaissait mes compétences. Sa voix se fit plus grave, chargée d'une douleur encore vive. Puis les compliments sont devenus plus personnels. Les formations se sont transformées en dîners d'affaires. Et quand j'ai compris ses véritables intentions, il était trop tard. Il avait tissé sa toile autour de moi. Benoît l'écoutait sans l'interrompre, comprenant que ses confidences lui coûtaient. Quand j'ai refusé ses avances, il est devenu menaçant. Il m'a dit qu'une secrétaire qui ne savait pas collaborer avec son patron n'avait pas d'avenir dans sa profession. Puis il m'a licencié. Élodie. Non, laissez-moi finir. Elle essuya une larme qui perlait au coin de son œil. Vous comprenez maintenant pourquoi votre proposition me fait peur. Vous aussi, vous êtes en position de pouvoir. Vous aussi, vous pourriez détruire ma vie si les choses tournaient mal entre nous. Benoît sentit sa gorge se serrer. Cette comparaison avec le harceleur de Clermont-Ferrand le révoltait, mais il comprenait les craintes d'Élodie. Je ne suis pas cet homme. Je sais, du moins, je l'espère. Mais comment puis-je en être certaine? Comment puis-je faire confiance à mes sentiments quand ils m'ont déjà trompé? Ils restèrent silencieux un moment, regardant le jour décliner sur Paris. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, créant cette atmosphère magique que seule la capitale française savait offrir. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment, Élodie ?» demanda finalement Benoît. « Je veux avoir le temps de vous connaître vraiment, loin des pressions et des regards, le temps de comprendre si ce que nous ressentons est réel ou juste l'excitation de l'interdit. Comment avoir ce temps ? Si demain vous partez travailler à la Défense et que nous ne nous voyons plus. » Élodie se tourna vers lui, et dans ses yeux verts, il lut une détermination nouvelle. « J'ai pris ma décision concernant la mutation. Je vais la refuser. Mais vous allez perdre votre travail. Peut-être, mais j'ai gardé l'enveloppe que vous m'avez donnée, les coordonnées de cet avocat. Si Nettoie Plus me licencie sans motif valable, je me battrai. » Benoît sourit, admirant le courage de cette femme qui refusait de plier face aux intimidations.
Et nous verrons. Si nos sentiments sont vraiment sincères, ils survivront à cette épreuve. Dans le cas contraire, elle se leva, et il l'imita. Dans le cas contraire, nous aurons au moins vécu quelque chose de beau, même brièvement. Ils se dirigèrent vers la sortie du jardin, savourant ces derniers instants de complicité avant la tempête qui s'annonçait. À la grille de la rue de Vaugirard, ils s'arrêtèrent, conscients qu'ils ne se reverraient peut-être plus avant longtemps. Élodie, oui, quoi qu'il arrive, merci. Merci de m'avoir redonné espoir. Elle se dressa sur la pointe des pieds et déposa un baiser léger sur sa joue. Merci à vous de m'avoir appris qu'il existait encore des hommes capables de tout risquer pour leurs sentiments. Et puis, elle s'éloigna dans la foule des passants, laissant Benoît seul face à son reflet dans la vitre d'un café. Demain commencerait la guerre. Mais ce soir, il avait encore le goût de se baiser sur sa peau et l'écho de ses mots d'espoir dans son cœur. Le lundi matin arriva comme un verdict. Élodie se présenta au bureau de Nettoie Plus, avec une détermination qu'elle puisait dans les dernières paroles de Benoît. Dans son sac, l'enveloppe contenant les coordonnées de l'avocat lui donnait le courage nécessaire pour affronter ce qui l'attendait. Madame Bertrand l'accueillit dans son bureau avec un sourire froid qui ne présageait rien de bon. « Alors, mademoiselle Marchand, avez-vous réfléchi à notre proposition ?»« Oui, madame, et j'ai pris ma décision. » Élodie s'assit droite sur sa chaise, soutenant le regard de sa supérieure sans ciller. « Je refuse la mutation. Mon contrat stipule que je travaille dans le secteur Opéra Grand Boulevard. Vous n'avez aucune raison valable de me déplacer. » Le visage de madame Bertrand se durcit instantanément. « Mademoiselle Marchand, je crains que vous ne compreniez pas la situation. Cette mutation n'était pas une proposition, mais un ordre. Basé sur quoi? Sur des ragots, sur des suppositions. » Élodie sortit de son sac une copie de son contrat de travail qu'elle avait soigneusement étudié la veille. Article 3, alinéa 2. Toute modification d'affectation doit être justifiée par des nécessités de service ou par un manquement professionnel de l'employé. Or, mes évaluations sont excellentes et aucune faute ne m'a été reprochée. Madame Bertrand blêmit. Elle ne s'attendait pas à ce que cette jeune femme qu'elle prenait pour une provinciale naïve connaisse aussi bien ses droits. Très bien. Puisque vous refusez de coopérer, elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Voici votre lettre de licenciement. Motif, faute grave, comportement inapproprié avec la clientèle. Élodie prit l'enveloppe sans trembler, bien qu'intérieurement son cœur battît la chamade. Quelle faute grave exactement? Familiarité déplacée avec un dirigeant client, manquement au code de conduite de l'entreprise. Avez-vous des preuves de ces familiarités? Des témoins? Des éléments concrets? Le silence de madame Bertrand répondit à sa place. Élodie se leva, glissant la lettre dans son sac. Dans ce cas, vous aurez de mes nouvelles par l'intermédiaire de mon avocat. En sortant des bureaux de Nettoie Plus, Élodie ressentit un mélange de peur et de soulagement. Elle venait de brûler ses vaisseaux, mais au moins, elle l'avait fait en gardant sa dignité. Pendant ce temps, dans la tour de la cour, Benoît présidait une réunion de direction particulièrement tendue. Isabelle Fournier était assise à sa droite, affichant cette sérénité glaciale qui la caractérisait avant ses coups les plus redoutables. « Mes chers collègues, » déclara-t-elle vers la fin de la séance, « j'aimerais aborder un point qui nous préoccupe tous, la stabilité de notre direction. » Benoît leva les yeux de ses documents, sentant le piège se refermer. Des rumeurs circulent concernant certains écarts de comportement de notre PDG, des écarts qui pourraient ternir l'image de notre groupe et inquiéter nos actionnaires. Un murmure parcourut l'assemblée. Les autres membres du conseil échangeaient des regards entendus, confirmant à Benoît qu'Isabelle avait soigneusement préparé son offensive. « De quels écarts parlez-vous exactement, Isabelle ?» demanda-t-il d'une voix parfaitement contrôlée. « Je pense que vous le savez mieux que quiconque, mon cher Benoît. » Son sourire était celui d'un prédateur qui savoure sa victoire. « Mais puisque vous m'y obligez, une liaison avec une employée de service, des visites nocturnes dans des quartiers, peu en rapport avec votre standing, un comportement erratique qui inquiète vos collaborateurs les plus proches. » Le directeur financier, Georges Moreau, homme de 60 ans aux convictions bien arrêtées, prit la parole.
Benoît, si ces allégations sont fondées, vous comprenez bien que le Conseil ne peut fermer les yeux. Notre groupe traverse une période délicate. Nous ne pouvons nous permettre aucun scandale. Et sur quoi se basent ces allégations? Benoît balaya l'assemblée du regard. Sur des ragots de couloir? Sur des suppositions? Isabelle ouvrit un dossier devant elle. Sur des témoignages. Votre assistant personnel, François Lemaire, nous a confirmé vos absences inexpliquées, vos rendez-vous mystérieux, votre comportement inhabituel depuis une semaine. Benoît sentit la colère monter en lui. François, qu'il avait recruté 3 ans plus tôt, qu'il avait formé, en qui il avait eu confiance. Et des photos, ajouta Isabelle en posant sur la table plusieurs clichés pris au téléobjectif. Benoît reconnut immédiatement les images. Lui sortant de l'immeuble d'Élodie jeudi soir, leur rencontre au Café de la Paix, leur promenade au Luxembourg la veille. Quelqu'un les avait espionnés, traqués comme des criminels. Vous m'avez fait suivre? J'ai protégé les intérêts de cette entreprise. Isabelle rassembla les photos d'un geste sec. Benoît, nous vous connaissons depuis des années. Nous respectons votre travail, votre dévouement. Mais là, vous dépassez les bornes. Le directeur marketing, Pierre Dubois, homme plus jeune et généralement allié de Benoît, prit la parole avec embarras. Benoît, nous ne vous demandons pas de justifier votre vie privée. Mais quand cette vie privée affecte l'image du groupe, en quoi mes sentiments personnels affectent-ils l'image du groupe? Voyons. Isabelle éleva la voix pour la première fois. Un PDG qui fréquente une femme de ménage? Les médias vont s'en donner à cœur joie, les actionnaires vont s'inquiéter. Comment peut-on faire confiance au jugement d'un dirigeant qui perd la tête pour une aventure de passage? Le silence qui suivit était lourd de sous-entendus. Benoît comprit qu'Isabelle avait gagné. Elle avait réussi à retourner le Conseil contre lui, à transformer son humanité retrouvée en faiblesse coupable. Que proposez-vous exactement? Un congé. Elle avait préparé sa réponse. 6 mois de congé pour vous ressaisir. Pendant ce temps, je prendrai l'intérim, avec l'aide de votre frère qui connaît parfaitement nos activités. Thibault. Benoît réalisa soudain qu'Isabelle avait manœuvré sur tous les fronts. En impliquant son frère dans la solution, elle s'assurait de ne pas paraître usurpatrice. Et si je refuse, alors nous devrons envisager des mesures plus définitives. La menace était claire. Démission forcée ou éviction pure et simple. Benoît se leva lentement, promenant son regard sur ces hommes qu'il avait côtoyés pendant des années, qui avaient partagé ses victoires et ses défis, et qui aujourd'hui l'abandonnait au premier signe de faiblesse humaine. Très bien, je prends acte de vos préoccupations. Il rassembla ses dossiers et se dirigea vers la porte. Benoît, la voix d'Isabelle l'arrêta. J'espère que vous comprenez que tout cela n'a rien de personnel. C'est juste du business. Il se retourna et la regarda droit dans les yeux. Justement, Isabelle, peut-être qu'il est temps que les affaires redeviennent un peu plus personnelles. En quittant la salle de conférence, Benoît croisa le regard de son assistant François, qui détournait honteusement les yeux. Dans l'ascenseur qui le menait à son bureau, il réalisa qu'il venait de franchir un point de non-retour. La guerre était déclarée, et pour la première fois de sa carrière, il n'était pas sûr d'avoir les armes pour la gagner. Mais une certitude l'habitait. Il ne laisserait pas Isabelle Fournier détruire Élodie, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait construit. Son téléphone vibra, un message d'Élodie. « Ils m'ont licencié, mais je me bats. Et vous ?» Benoît sourit, malgré la gravité de la situation. Cette femme avait un courage que beaucoup d'hommes d'affaires pourraient lui envier. Il tapa sa réponse. « Moi aussi je me bats, nous allons gagner. » Pour la première fois depuis des années, Benoît Delacour allait livrer une bataille pour autre chose que l'argent ou le pouvoir. Il allait se battre pour l'amour. Et cette perspective, loin de l'effrayer, lui redonnait une énergie qu'il pensait à jamais perdue. 3 semaines après le licenciement d'Élodie et la mise à l'écart forcée de Benoît, Paris s'apprêtait à accueillir le gala annuel de la Fondation Delacour, événement caritatif prestigieux qui réunissait chaque année l'élite économique française au Palais Garnier. Cette soirée, traditionnellement organisée par le PDG du groupe, était devenue le symbole du rayonnement social de l'entreprise. Isabelle Fournier, désormais PDG par intérim, avait décidé de maintenir l'événement,
y voyant l'occasion parfaite de consolider sa position et de montrer à tout Paris qu'elle tenait fermement les rênes du pouvoir. Dans son penthouse, Benoît contemplait l'invitation gravée sur papier verger qu'il venait de recevoir. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Être invité à un gala organisé par sa propre fondation dans l'entreprise qu'il avait dirigée pendant 20 ans. Thibault, installé dans le canapé, observait son frère avec inquiétude. Ces 3 semaines d'inactivité forcée avaient creusé les traits de Benoît, qui alternait entre moments de détermination et phases de profond abattement. « Tu vas y aller ?» demanda Thibault en désignant l'invitation. « Évidemment. C'est ma fondation, mes invités, mon monde. Isabelle peut m'écarter temporairement, mais elle ne peut pas m'effacer de l'histoire. » Et Élodie, le visage de Benoît s'illumina légèrement. Ces dernières semaines, malgré les difficultés, leur relation avait évolué. Libérés des contraintes professionnelles, ils avaient pu se découvrir vraiment, partageant de longues promenades dans Paris, des soirées à discuter littérature et philosophie, des moments de complicité authentique. « Elle viendra avec moi. » Thibault faillit s'étrangler avec son café. « Tu plaisantes? Amener Élodie au gala? Benoît, ce serait du suicide social. Ou un coup de génie. » Benoît se tourna vers son frère, et Thibault y eut une détermination qu'il ne lui avait jamais vue. « Thibault, j'en ai assez de me cacher, de jouer selon les règles d'Isabelle. Il est temps que tout Paris sache qui je suis vraiment. » Mais Élodie, elle acceptera? Ce genre d'événement, ce n'est pas son monde. Justement, c'est exactement pour cela que sa présence aura tant d'impact. Dans son modeste studio de Montmartre, Élodie finissait de se préparer pour cet événement qui la terrifiait autant qu'il l'excitait. Sur son lit était étalée une robe de soirée que Benoît avait insisté pour lui offrir, un fourreau de soie noire, simple mais élégant, qui épousait parfaitement sa silhouette. Rosa, qui était venue l'aider à se préparer, terminait de coiffer ses cheveux châtains en un chignon sophistiqué. « Ma petite, tu es magnifique, mais es-tu sûre de vouloir faire ça ?»« Non, » avoua Élodie, en attachant le collier de perles que sa mère lui avait envoyé de Clermont-Ferrand. « Mais Benoît a raison, il faut arrêter de se cacher. Si notre histoire doit survivre, elle doit affronter la lumière. »« Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ?» Élodie se regarda dans le petit miroir de sa coiffeuse et sourit. « Je l'aime, non pas pour ce qu'il possède ou représente, mais pour l'homme qu'il est vraiment. Celui qu'il a accepté de redevenir grâce à nous. » Une heure plus tard, la Bentley de Benoît s'arrêtait devant son immeuble. Quand elle descendit l'escalier, il l'attendait au pied des marches, resplendissant dans son smoking. Mais ce qui la frappa le plus, c'était son regard, plus détendu, plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Vous êtes éblouissante, » murmura-t-il en lui offrant son bras. « Et vous êtes fou, » répondit-elle en souriant. « Mais c'est pour ça que je vous aime. » Le palais Garnier resplendissait de 1000 feux. Les plus grandes fortunes de France se pressaient dans les salons dorés, savourant champagne et petits fours, tout en nouant leurs habituelles alliances. Isabelle Fournier, majestueuse dans sa robe Dior, recevait les compliments avec la satisfaction de celle qui avait enfin atteint ses objectifs. « Magnifique soirée, Isabelle », complimenta le ministre de l'Économie. « Vous honorez parfaitement l'héritage de Benoît. » « Merci, Excellence. Je m'efforce de maintenir les standards de la maison de la cour. » C'est à ce moment précis qu'un murmure parcourut la foule. Les conversations s'interrompirent. Les têtes se tournèrent vers l'entrée du grand escalier. Benoît de la Cour venait d'apparaître, superbe dans son smoking, tenant au bras une jeune femme d'une beauté saisissante que personne ne connaissait. Le silence se fit progressivement dans la salle, remplacé par un bourdonnement de curiosité et de spéculation. Qui était cette inconnue? D'où sortait-elle? Que faisait-elle au bras de l'ancien PDG? Isabelle blêmit en reconnaissant Élodie. Elle n'avait pas imaginé que Benoît oserait un geste aussi audacieux, aussi révolutionnaire. Le couple descendit lentement les marches, conscient de tous les regards braqués sur eux. Élodie, malgré sa nervosité, gardait la tête haute, s'appuyant sur la force tranquille de Benoît. « Qui est-ce » chuchotait-on autour d'eux. « Une actrice? Une héritière étrangère? La nouvelle conquête de Delacour ?» Arrivé dans le salon principal,
Ils furent rapidement entourés par les invités les plus curieux. Le baron de Rothschild s'approcha le premier. « Benoît, quel plaisir de vous voir! Et qui nous faites-vous l'honneur de nous présenter ?» Benoît sourit, savourant ce moment qu'il avait soigneusement orchestré. « Baron, permettez-moi de vous présenter Élodie Marchand. Élodie, voici le baron Guy de Rothschild. » Élodie tendit la main avec grâce, et le baron, charmé par sa simplicité naturelle, la porta galamment à ses lèvres. « Enchanté, mademoiselle. Puis-je vous demander dans quel domaine vous évoluez ?» C'était le moment de vérité. Élodie pouvait mentir, inventer une profession plus prestigieuse, jouer le jeu des apparences. Au lieu de cela, elle choisit l'authenticité. « Je suis actuellement sans emploi, monsieur le baron. Jusqu'à récemment, je travaillais dans l'entretien des bureaux. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration. Le baron cligna des yeux, incertain d'avoir bien compris. L'entretien des bureaux? Oui, ce qu'on appelle communément femme de ménage. Cette fois, le silence fut total. Jamais, dans l'histoire de ces soirées mondaines, pareille révélation n'avait été faite avec tant de simplicité et de dignité. Isabelle, sentant l'occasion de porter le coup de grâce, s'approcha avec un sourire carnassier. Comme c'est rafraîchissant. Benoît a toujours eu des goûts éclectiques, mais au lieu de la humiliation escomptée, ce fut Benoît qui prit la parole, sa voix portant dans tout le salon. « Mesdames et messieurs, puisque vous semblez curieux de connaître Élodie, permettez-moi de vous éclairer. » Il se tourna vers l'assistance, et dans ses yeux brillait cette autorité naturelle qui avait fait de lui un leader respecté. Élodie Marchand est diplômée de lettres modernes. Elle a sacrifié ses études pour sauver sa famille après la mort de son père. Elle a travaillé sans relâche, acceptant tous les emplois honnêtes pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères. Elle écrit des poèmes d'une beauté rare. Elle possède une culture littéraire que beaucoup d'entre nous pourraient lui envier. Et surtout, il prit la main d'Élodie et la serra dans la sienne. Surtout, elle m'a appris ce que signifiait vraiment la noblesse. Non celle du sang ou de l'argent, mais celle du cœur et de l'âme. Un murmure admiratif parcourut la foule. Même les plus blasés de l'assistance étaient touchés par la sincérité de ces mots. C'est grâce à elle que j'ai compris que diriger une entreprise ne suffisait pas, qu'il fallait aussi savoir vivre, aimer, être humain. Il se tourna vers Isabelle, qui avait perdu toute sa superbe. Et c'est pourquoi, mes chers amis, j'ai décidé de reprendre officiellement mes fonctions de PDG dès demain matin. Cette annonce provoqua un tollé. Isabelle devint livide. « Benoît, vous n'avez pas le droit. Le Conseil a voté. Le Conseil a voté une mise à l'écart temporaire. Or, mes 6 mois ne sont pas écoulés et aucune faute professionnelle ne m'a été reprochée. » Thibault, qui avait discrètement rejoint son frère, lui glissa à l'oreille « Les juristes ont confirmé. » Légalement, tu es toujours PDG. Isabelle n'était qu'intérimaire. La défaite d'Isabelle était cuisante et publique. Devant tout le gratin parisien, elle venait de perdre la partie qu'elle croyait gagner. Mais le plus beau restait à venir. Benoît se tourna vers Élodie et, sous les yeux ébahis de 300 invités, mit un genou à terre. « Élodie Marchand, voulez-vous m'épouser ?» Dans le grand salon du Palais Garnier, face à l'élite française médusée, une ancienne femme de ménage et un PDG millionnaire venaient de prouver que l'amour véritable pouvait encore faire tomber toutes les barrières. 6 mois après le gala qui avait fait sensation dans tout Paris, Élodie se tenait devant le miroir de la suite nuptiale du château de Chantilly, contemplant sa robe de mariée. Le tissu de soie ivoire, simple mais raffiné, avait été choisi par la meilleure couturière de la capitale, mais c'était sa mère qui avait brodé les dernières finitions, mélange touchant de tradition auvergnate et d'élégance parisienne. Marguerite Marchand, émue aux larmes, ajustait le voile de sa fille avec des gestes tendres et précis. « Tu es magnifique, ma chérie. Ton père aurait été si fier de te voir aujourd'hui. » Élodie sourit à travers ses propres larmes. Ces 6 derniers mois avaient été un tourbillon incroyable. Après la demande en mariage spectaculaire de Benoît, les médias s'étaient emparés de leur histoire. « Le PDG et la Cendrillon », titrait Le Figaro. « Quand l'amour bouleverse la finance », proclamaient les Échos.
Loin de nuire à l'image du groupe de la cour, cette romance authentique avait au contraire humanisé l'entreprise, lui donnant une dimension émotionnelle que les actionnaires avaient finalement appréciée. « Maman, tu crois que j'ai eu raison d'accepter ?» Marguerite prit le visage de sa fille entre ses mains. « Ma petite Élodie, j'ai vu comment cet homme te regarde, j'ai vu comment tu rayonnes à ses côtés. L'amour véritable ne se refuse pas, même quand il arrive dans des circonstances extraordinaires. » Un coup discret à la porte interrompit leur conversation intime. Rosa entra, resplendissante dans sa robe de demoiselle d'honneur, suivie de Louis et Mathieu Marchand, les frères d'Élodie, impeccables dans leur costume neuf. « La voiture arrive, ma petite princesse », annonça Rosa avec son accent espagnol qui avait toujours le don de rassurer Élodie. Louis, désormais mécanicien confirmé chez Renault, s'approcha de sa sœur avec émotion. « Élodie, nous n'avons jamais trouvé les mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous. Et aujourd'hui, c'est nous qui sommes fiers de toi », ajouta Mathieu qui venait de décrocher son baccalauréat avec mention et rêvait de devenir ingénieur. Dans la chapelle du château, 300 invités attendaient l'arrivée de la mariée. Contrairement aux convenances habituelles, Benoît avait voulu que cette cérémonie mélange leurs deux mondes. Aux côtés des personnalités du monde économique et politique se trouvaient les anciens collègues d'Élodie de chez Nettoie Plus, ses amis de Clermont-Ferrand, et même Madame Bertrand, qui, touchée par l'invitation malgré les événements passés, était venue présenter ses excuses et ses félicitations. Benoît, debout devant l'autel aux côtés de Thibault, qui lui servait de témoin, sentait son cœur battre comme jamais auparavant. Ces 6 mois avaient transformé sa vie de fond en comble. Non seulement il avait retrouvé sa place à la tête du groupe de la cour, mais il l'occupait désormais différemment, avec plus d'humanité, plus de proximité avec ses employés. Ensemble, Élodie et lui avaient créé la Fondation Nouvelle Chance, destinée à aider les femmes victimes de harcèlement au travail. Élodie y occupait le poste de directrice générale, mettant enfin ses compétences et sa sensibilité au service d'une cause qui lui tenait à cœur. « Tu es sûr de ton choix, frangin ?» murmura Thibault, avec un sourire complice. « Jamais été aussi sûr de ma vie », répondit Benoît, et dans sa voix, toute la sérénité d'un homme qui avait enfin trouvé sa voie. Les premières notes de la marche nuptiale résonnèrent dans la chapelle. Tous les invités se levèrent, et Benoît sentit son souffle se couper quand Élodie apparut au bras de Louis, qui avait insisté pour remplacer leur père absent. Elle avançait lentement dans l'allée centrale, et chaque pas la rapprochait de cette nouvelle vie qu'ils allaient construire ensemble. Son regard ne quittait pas celui de Benoît, et dans ses yeux verts qu'il aimait tant, il lisait la même certitude, le même abandon confiant à ce que l'avenir leur réservait. Quand elle arriva à sa hauteur, Louis serra affectueusement la main de Benoît avant de confier sa sœur à celui qui allait devenir son beau-frère. « Prenez soin d'elle », murmura-t-il avec émotion. « Comme de ma propre vie », répondit Benoît avec solennité. La cérémonie fut simple et émouvante. Le prêtre, un vieil ami de la famille de la cour, avait accepté de personnaliser les vœux selon les souhaits des mariés. « Benoît », dit Élodie quand vint le moment des promesses, « vous m'avez appris qu'il n'y a pas de fatalité dans l'existence, que l'on peut choisir de renaître, de changer, de devenir meilleur. Je promets de vous accompagner sur ce chemin, dans les joies comme dans les épreuves, en restant fidèle à celle que je suis grâce à vous. » « Élodie, » répondit Benoît, la voix légèrement tremblante d'émotion, « vous avez réveillé en moi l'homme que je croyais à jamais endormi. Vous m'avez montré que la vraie richesse ne se compte pas en millions, mais en moments partagés, en sourires échangés, en amour donné. Je promets de vous chérir chaque jour comme au premier regard et de construire avec vous un monde plus juste, plus humain. » Quand ils échangèrent les alliances, un silence religieux régnait dans la chapelle. Même Isabelle Fournier, présente par obligation sociale mais secrètement admirative du courage de ce couple hors norme, ne put retenir une larme. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara le prêtre avec un sourire bienveillant. Le baiser qui suivit scella non seulement leur union, mais aussi la réconciliation symbolique de 2 mondes que tout opposait. Dans l'assistance, les applaudissements fusèrent,
mélange de joie sincère et d'admiration pour ce conte de fées des temps modernes. La réception qui suivit au château fut à l'image de leur amour, authentique et chaleureuse. Benoît avait tenu à ce que le menu mélange gastronomie française et spécialité auvergnate, en hommage aux origines d'Élodie. Thibaut porta un toast émouvant, retraçant la transformation de son frère et saluant le courage d'Élodie. « À Benoît et Élodie », déclara-t-il en levant sa coupe de champagne, qui nous prouve que l'amour véritable peut encore accomplir des miracles dans notre monde de cynisme et de calcul. Rosa, émue aux larmes, vint embrasser les mariés. « Mes petits, vous avez gagné. L'amour a gagné. » Tard dans la soirée, alors que les derniers invités partaient, Benoît et Élodie se retrouvèrent seuls sur la terrasse du château, contemplant les jardins à la française, éclairés par la lune. « Vous regrettez quelque chose ?» demanda Benoît en serrant sa femme contre lui. « Juste une chose, » répondit Élodie avec malice. « Laquelle ? D'avoir cassé ce vase si tard. J'aurais dû le faire dès le premier jour. » Ils éclatèrent de rire, et dans ce rire se mêlait toute la joie du présent et tous les espoirs de l'avenir. Au loin, les lumières de Paris scintillaient comme autant de promesses. Demain, ils reprendraient le cours de leur vie, lui à la tête de son entreprise transformée, elle à la direction de leur fondation. Ensemble, ils continueraient à prouver que l'amour peut changer le monde, un geste à la fois, un sourire à la fois, un cœur à la fois. L'ancien PDG solitaire et la femme de ménage courageuse avaient écrit leur conte de fées, et contrairement aux histoires traditionnelles, le leur ne se terminait pas par « ils vécurent heureux », mais par « ils commencèrent enfin à vivre ». 2 ans après leur mariage, Benoît et Élodie Delacour se promenaient main dans la main sur les chemins escarpés du Puy-de-Dôme, non loin de Clermont-Ferrand. Le soleil de juillet dorait les volcans endormis de l'Auvergne, et dans cette nature préservée, loin du tumulte parisien, ils avaient trouvé leur refuge, leur source de ressourcement. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit la première fois que nous sommes venus ici ?» demanda Élodie en s'arrêtant pour admirer le panorama qui s'étendait à leurs pieds. Benoît sourit, se remémorant ce week-end d'automne où Élodie l'avait emmené découvrir sa région natale. Il avait été bouleversé par la beauté brute de ces paysages, si différents de l'univers policé dans lequel il avait grandi, que je comprenais enfin d'où venait ta force. Exactement. Elle se tourna vers lui, et dans ses yeux brillait cette tendresse profonde qui n'avait cessé de grandir. Cette terre m'a appris la patience, l'endurance, l'authenticité, tout ce qui m'a permis de tenir face aux épreuves. Ils reprirent leur marche vers le petit village où la mère d'Élodie les attendait pour le déjeuner dominical. Cette tradition, instituée depuis leur mariage, avait permis à Benoît de s'enraciner dans cette famille simple et chaleureuse qu'il avait adoptée sans condition. Marguerite Marchand les accueillit sur le seuil de sa maison de pierre, cette demeure modeste mais coquette où Élodie avait grandi. À 65 ans, elle rayonnait de cette joie particulière aux mères qui voient leurs enfants épanouis. « Mes chéris, comment s'est passé votre voyage ?» Depuis 6 mois, Benoît et Élodie parcourèrent le monde pour développer les antennes internationales de leur fondation. De New York à Tokyo, en passant par Londres et Berlin, ils avaient rencontré des femmes de toutes conditions, toutes cultures, unies par les mêmes combats pour la dignité et l'égalité au travail. « Épuisant mais passionnant », répondit Élodie en embrassant sa mère. « Le bureau de Londres est opérationnel et nous avons signé un partenariat avec 3 ONG européennes. Et la réunion avec les investisseurs japonais, sans qui Marguerite, qui, malgré son origine modeste, s'était passionnée pour le travail de sa fille. Concluante, répondit Benoît, ils ont accepté de financer notre programme d'accompagnement pour l'Asie du Sud-Est. Ils s'installèrent dans le petit jardin derrière la maison, sous la tonnelle, où grimpait une vigne centenaire. Louis et Mathieu ne tardèrent pas à les rejoindre, accompagnés de leurs compagnes respectives. Louis, désormais chef d'équipe chez Renault, rayonnait de fierté professionnelle. Mathieu, étudiant en dernière année d'école d'ingénieur, parlait avec passion de ses projets d'énergie renouvelable. « Au fait, » annonça Louis avec un sourire malicieux, « nous avons une nouvelle à vous annoncer. » Il prit la main de sa compagne, Claire, une institutrice qu'il avait rencontrée l'année précédente. « Nous allons nous marier
Au printemps prochain. Les exclamations de joie fusèrent. Marguerite essuya une larme d'émotion en serrant sa future belle-fille dans ses bras. Encore un mariage. Cette famille me comble de bonheur. Benoît observait cette scène avec un émerveillement intact. Lui qui avait grandi dans un univers feutré où les émotions étaient mesurées, contrôlées, découvrait sans cesse les plaisirs simples de cette famille recomposée où l'affection s'exprimait librement. Après le repas, tandis que les autres préparaient le café, Élodie et Benoît s'éclipsèrent pour une promenade dans le village. Ils passèrent devant l'école primaire où Élodie avait fait ses premiers pas d'écolière, devant la librairie où elle avait travaillé adolescente, devant l'église où son père était enterré. Ils s'arrêtèrent devant la tombe de Paul Marchand, déposant le bouquet de lavande qu'ils avaient cueilli dans les champs. « Papa, » murmura Élodie en s'agenouillant, « je voudrais que tu rencontres Benoît, l'homme qui a changé ma vie et que j'ai changé aussi, j'espère. » Benoît posa une main respectueuse sur l'épaule de sa femme. Ces moments de recueillement le touchaient profondément, lui rappelant l'importance des racines et de la transmission. « Monsieur Marchand, » dit-il à voix basse, « je vous promets de veiller sur votre fille comme vous l'auriez fait. Elle m'a rendu meilleur et j'espère être digne de l'amour qu'elle me porte. » En redescendant vers le village, ils croisèrent Maître Dubois, l'ancien patron d'Élodie, celui-là même qui l'avait harcelé et licencié injustement. L'homme, vieilli et amaigri, détourna immédiatement le regard, visiblement embarrassé. Élodie s'arrêta et le salua politely. « Bonjour, Maître Dubois. » L'homme la regarda avec surprise, ne s'attendant pas à ce qu'elle lui adresse la parole. « Élodie, je n'osais pas... Félicitations pour votre mariage. J'ai lu les articles dans la presse. »« Ah, merci. » Sa voix était calme, dénuée de toute animosité. « Comment allez-vous ? » Il sembla chercher ses mots. « J'ai eu des ennuis depuis votre départ. D'autres plaintes. Le barreau m'a suspendu 6 mois. J'ai dû suivre une thérapie. » Élodie hocha la tête sans satisfaction apparente. « J'espère que cela vous a aidé à comprendre. »« Oui, et je voulais vous présenter mes excuses. Ce que j'ai fait était inacceptable. Vous ne méritiez pas ça. »« Merci de le reconnaître. Au revoir, maître. » Quand ils s'éloignèrent, Benoît admira la grâce avec laquelle sa femme avait géré cette rencontre impromptue. « Tu ne lui en veux plus ? La rancune est un poison qu'on se donne à soi-même, » répondit-elle philosophiquement. « Notre fondation aide aujourd'hui des centaines de femmes. Si ma mauvaise expérience a servi à cela, alors elle avait un sens. » Le soir venu, ils regagnèrent Paris dans la Peugeot qu'ils avaient achetée pour leur déplacement personnel, abandonnant la Bentley pour ses escapades familiales. Le trajet leur permit de faire le bilan de ces 2 années extraordinaires. La Fondation Nouvelle Chance était devenue une référence européenne en matière de lutte contre le harcèlement au travail. Élodie, reconnue pour son expertise et son engagement, était régulièrement invitée à intervenir dans des colloques internationaux. Benoît, de son côté, avait transformé le groupe de la Cour en entreprise modèle en matière de relations humaines, instituant des formations obligatoires pour tous les cadres et créant un comité d'éthique indépendant. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» demanda Benoît en conduisant sur l'autoroute éclairée. « Dis-moi. » Quand les journalistes parlent aujourd'hui du groupe de la Cour, ils ne mentionnent plus seulement nos résultats financiers. Ils parlent de notre politique sociale, de notre engagement sociétal. Tu as humanisé mon entreprise. Nous l'avons humanisée ensemble. En arrivant dans leur appartement du 16e arrondissement, ils avaient quitté le penthouse trop imposant pour un lieu plus chaleureux. Ils trouvèrent un message de Thibault sur le répondeur. « Salut les tourtereaux. J'espère que vous avez passé un bon week-end en Auvergne. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Je rentre définitivement de Suisse le mois prochain. Et devinez quoi? Je ne viens pas seul. Hâte de vous présenter Anna. À bientôt. » Élodie et Benoît échangèrent un sourire complice. Thibault, le célibataire endurci, semblait lui aussi avoir trouvé l'amour. « Il était temps, » commenta Élodie. « Il ne manquait plus que ça au tableau. » Ce soir-là, installés sur leur terrasse, face aux lumières de la capitale, ils savouraient cette plénitude rare que donne une vie vécue en accord avec ses valeurs. « Tu regrettes parfois ton ancienne vie ?»
demanda Élodie, question qu'elle posait de temps en temps par besoin de réassurance. Quelle ancienne vie, répondit Benoît en la prenant dans ses bras. Avant toi, je ne vivais pas. J'existais, je fonctionnais, mais je ne vivais pas. Mais maintenant, chaque matin est une promesse, chaque jour une découverte, chaque soir un bonheur. Il la serra plus fort contre lui. Élodie Delacour, née Marchand, ancienne femme de ménage, actuelle directrice de fondation, épouse aimée et femme admirée, merci d'avoir cassé ce vase, merci d'avoir bouleversé ma vie, merci d'avoir réveillé mon cœur. Merci à vous, Benoît Delacour, ancien PDG glacial, actuel mari attentionné et homme transformé. Merci d'avoir eu le courage d'aimer au-delà des conventions. Dans le silence de la nuit parisienne, leur cœur battait à l'unisson, comme ils battraient pour toujours. Leur histoire, née d'un hasard et forgée dans l'épreuve, était devenue légende. Pas celle des contes de fées, mais celle, plus belle encore, de l'amour véritable qui transforme les êtres et change le monde. Au loin, les cloches de Notre-Dame sonnèrent minuit, marquant le début d'un nouveau jour. Un jour de plus dans cette vie qu'ils avaient choisie ensemble, loin des apparences et des conventions, riche de cette authenticité qui fait la beauté des existences réussies.